Eh ben voilà, ça y est, je pense qu'on est en direct. Ben ça y est, je vois mon retour d'écran, c'est que du bonheur. Et en plus, je vois que ça y est, il y a beaucoup de personnes qui se connectent déjà. Donc c'est que du bonheur. Bon, ben écoutez, en tout cas, ce soir, c'est la première. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, ben, on est plusieurs déjà pour démarrer. Et on a aussi notre ami Paul Bureau qu'on ne voit pas, mais qu'on va entendre aussi, qui est avec nous par téléphone en direct. Ben écoutez, ben, ce soir, c'est la première. Je suis ravi, vraiment. C'est Actu Sud. Donc, qu'est-ce que c'est Actu Sud? Eh ben, c'est Serge, mon ami Serge, qui va co-animer, Bonjour. voilà, que vous voyez à l'écran et que vous l'entendez, donc qui va animer chaque lundi soir sur le Facebook Live. Alors, comme vous le savez, hein, on est en spécial confinement, on est chacun chez soi, mais voilà, on va passer un bon moment avec un brin d'humour, et c'est pour ça que Mathias il est là ce soir. Plus qu'un brin d'humour. À mon avis, ça va pas être triste avec Mathias ce soir, je le sens bien. Mais on l'aime bien, on l'aime bien. On ne voit pas ce qui est caché sous la table là, heureusement. Donc voilà, donc mon cher Mathias, on va passer un bon moment avec toi pendant ces 2 heures d'antenne en direct. Hein, je tiens bien le préciser, on est en direct, donc on peut pas couper. Hein. Donc voilà. Donc Actu Sud, c'est quoi cette émission? Eh ben écoutez, c'est une émission d'humour, d'actualité, qui va bien sûr parler du Sud avant tout, et surtout des bonnes initiatives. Et donc on recevra chaque lundi soir, on aura des invités politiques, des invités sportifs, dans la culture, des artistes, des chanteurs, des danseurs, enfin bref, on invitera tout le monde vraiment, qui concernera tout simplement le Sud. Et bien entendu, ce soir, on va commencer honneur aux dames, parce qu'on a justement sur l'écran, on la voit, et on a l'honneur de la voir, c'est Laurence Boetti-Forestier, notre conseillère Bonjour madame. régionale. Bonjour Laurence. Bonsoir. Eh ben, oui, bonsoir, c'est vrai, on dit bonjour. Bonsoir, oui, on est en Bonsoir, direct, hein, Laurence. donc on peut dire bonsoir. Bonsoir Laurence. Déjà pour commencer, avant toute chose, cette émission, si cette émission, elle existe aussi ce soir, c'est aussi en partie grâce à toi, parce que justement, on s'en est un petit coup de fil, même plusieurs coups de fil depuis quelques semaines, et on s'est dit, pourquoi pas faire une émission qui parle du Sud, de donner toutes les bonnes initiatives. Donc tout le mérite ne va pas à moi, hein, je tiens bien à le signaler, il va aussi en partie aussi à toi Laurence, car tu es plein de bonnes idées, plein de plein d'ondes positives, hein, comme on me dit souvent sur Radio Vallée. Donc voilà Laurent. Donc je voulais déjà commencer avec toi, et juste Est-ce que après vous pouvez mon vous ami, présenter un tout petit peu, parce que bien tout sûr. le monde ne vous connaît pas forcément, même si évidemment certains d'entre vous vous connaissent. Bien sûr, tout d'abord, je remercie cette belle initiative de mettre nos territoires à l'honneur. Et donc, je suis conseillère régionale. J'ai l'honneur de pouvoir représenter sur ce petit territoire qui est la vallée de la Roya. Cette vallée qui est une vallée transfrontalière qui est entre Ventimille et le col de Tende. Donc, nous avons ce paysage qui est à la fois magnifique, hein, de la vallée de la Roya, la vallée des merveilles, et j'ai la chance de pouvoir y vivre. Donc aujourd'hui, je remercie vraiment Laurent pour son initiative de me donner la parole, mais avant tout, cette parole, elle est adressée aux populations des vallées. Ces vallées qui sont, avec le confinement, encore plus isolées. Donc, nous sommes sur un territoire, comme je vous l'ai dit, rural, enclavé, enclavé entre un littoral qui est notre source de travail. Et aujourd'hui, je parlerai donc tout à l'heure des problématiques de déplacement liées à cette crise sanitaire. Et, et donc, tout naturellement, avec Laurent, il m'a semblé important et primordial de pouvoir communiquer, parce que isoler, couper, couper d'autres personnes, il faut que nous puissions rétablir le lien. Et c'était cette action que je voulais mettre en place comme conseillère régionale, c'est-à-dire pouvoir me rendre proche des habitants et de pouvoir faire l'intermédiaire par rapport à leurs demandes et à leurs besoins. Comment ça se passe en ce moment dans la vallée? Comment ça se passe au niveau du confinement? Quels sont les gros problèmes que vous rencontrez?
Alors aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique, on va dire, au niveau de l'enclavement et des transports. Alors cette problématique, on la vit, les habitants de la vallée de la Roya se déplacent sur le littoral. Le bassin d'emploi, c'est Monaco. Et pour se rendre à Monaco ou à Menton ou à Nice, on est obligé d'emprunter la vallée de la Roya et de passer par le poste frontière. Et aujourd'hui, nous avons une difficulté, c'est que les autorités italiennes nous demandent aussi de justifier, ce qui est tout à fait normal dans cette crise, dans cette pandémie, dans cette crise mondiale. On est obligé de justifier avec des attestations. Comme en France, finalement. Comme en France. Donc, la première action que j'ai menée par rapport aux demandes de la population, c'était de me rapprocher des autorités, des différentes autorités, pour faire le point, parce que aujourd'hui, en fait, on entend dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pu m'entretenir avec la gendarmerie de Breil-sur-Roya et je les remercie pour leur renseignement, pour leur collaboration. Donc, on a pu communiquer donc, auprès des habitants. En fait, le ministère italien a mis en ligne, comme pour nous, une attestation pour se déplacer avec un justificatif de travail et une carte d'identité. Voilà. Et le fait que vous travaillez sur des programmes de coopération entre les régions alpines françaises et italiennes, ça vous aide par vos contacts? Alors, bien entendu que ça m'aide et ça me donne cette sensibilité supplémentaire puisque je collabore avec que ce soit la région du Piémont, que ce soit la Ligurie. Et notamment, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, avant que cette crise apparaisse, on s'était rendu à Milan au mois de novembre dans le cadre de la macro-région alpine. Et il n'y a pas longtemps aussi, on s'était rendu avec le président de la région, Renaud Muselier, à Bruxelles. Voilà, pour parler des différents programmes européens qui vont être lancés sur la programmation après 2020. C'est pas évident parce que la zone sur laquelle vous êtes proche en Italie est assez touchée par le Covid. Oui, donc alors, on doit faire très attention, oui. On fait très attention et c'est vrai que par cette proximité, nous sommes une communauté de vie, une communauté de destin. Ce sont nos frères, hein. Nous sommes transalpins et j'ai cette pensée, bien entendu, qui va vers nos amis italiens. Et ce soir, j'entendais vos informations et je me suis vraiment réjouie. Nous avons appris, alors il faut le prendre, bien entendu, dans le contexte actuel. Oui. Nous avons, avec des pincettes, nous apprenons qu'il y a moins de cas. Donc aujourd'hui, il y avait un peu moins de cas, donc ce qui signifie que les hôpitaux seront moins saturés et qu'il y aura beaucoup plus de chances pour soigner les patients en réanimation. Le confinement a débuté 2 semaines avant nous, donc c'est ce qu'on prévoit d'ailleurs en France, c'est qu'on ait une baisse dans 2 semaines. Eux, ils y sont, heureusement. Ils ont pris ces décisions, heureusement. Oui, là, on voit aussi que ça touche nos amis aussi, donc ça touche le monde. Et près de nous, on peut voir aussi nos amis espagnols. Et c'est un drame aussi pour eux. Et bien entendu que je voulais le dire aussi en introduction de notre émission, toute ma pensée, ma solidarité va bien entendu pour le personnel soignant, mais aussi les forces de l'ordre, que ce soit l'armée qui a montré aussi son savoir-faire, qui s'est déployée pour amener les différents patients au travers des différentes régions, tous les personnels qui nous approvisionnent, les transporteurs, que ce soit voilà, tous les gens qui nous permettent de vivre, quoi. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons vraiment conscients de l'effort qu'ils font et comme l'a dit le président de la République, on est face à une guerre. Alors, je vois que Mathias, il a une question depuis tout à l'heure. Il lève le doigt. Comme à l'école, c'est bien, Mathias. Oui, mais après, sinon, si on se parle tous les uns sur les autres, c'est pas... Mais t'as raison, oui. Alors justement, vas-y, pose ta question à Laurence. Une question pour Laurence.
Donc, je vous ai entendu parler des relations transfrontalières entre la vallée, si je ne m'abuse, et le littoral méditerranéen, pour l'appeler ainsi. On doit passer par l'Italie. Éric Ciotti a fait une demande au Premier ministre, si je ne dis pas de bêtises, pour qu'on ferme la frontière, pour éviter justement ces échanges entre l'Italie et la France, du fait de ne pas propager, on va dire, davantage cette épidémie. Je voudrais connaître votre position à vous, qui êtes touché en plein cœur, que vous êtes dans la vallée. Moi, ma position en tant que frontalière, nous avons cette route internationale qui relie nos 2 États, nos 3 régions, hein, puisque je vous l'ai dit, elle relie à la fois l'Italie du Nord par le Piémont, la vallée de la Roya, c'est un lien entre le Piémont, la Ligurie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour moi, non, c'est pas de la fermer, puisque on doit continuer l'activité économique et on doit permettre aux travailleurs frontaliers de pouvoir se rendre dans leurs différents chantiers, dans leurs différents emplois. Non, mais ça, c'est une évidence. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous c'est le travail. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Mais si je ne m'abuse, moi, je connais un peu la région, quand même, un petit peu. Hein. Je suis un petit peu d'ici. On peut passer par Sospel, non? Bien sûr qu'on peut passer par Sospel, mais ça met encore plus de. Si vous connaissez bien la région, il faut passer 2 cols, le col de Bruys, le col de Castillon. La route de Sospel, ça n'a pas dû vous échapper, il y a eu un éboulement, on passe avec un alternat, ça met encore des complications, ce n'est pas une route simple. Bien entendu qu'on peut passer par Sospel, mais la route privilégiée, la route naturelle d'échange économique entre 2 États. Après, je pense que moi, je ne rentrerai pas dans les polémiques politiciennes. Moi, je suis quelqu'un de terrain et mon rôle, on va dire, c'est de faciliter tout ce qui peut amener un plus pour les populations. Aujourd'hui, les gens qui se rendent à leur travail, ils ont besoin d'une attestation, de l'attestation du côté italien pour se rendre à leur travail. Bon, ça, c'est pas compliqué. Il faut aller sur le site du gouvernement italien, du ministère de l'Intérieur italien, et vous avez l'attestation. Après, il faut qu'on soit aussi discipliné. On traverse. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas pour faire du commerce et on ne s'arrête pas pour faire autre chose. Il y a 20 km à traverser, donc si on ne s'arrête pas, on ne doit pas propager la maladie. Tout à fait. Alors, je rebondis sur une chose dont vous parlez, c'est très bien d'ailleurs, merci. Les fameuses attestations. La loi, enfin, compte tenu actuel, la loi actuelle, dirons-nous, nous impose 1 heure de sortie pour faire les courses. Oui. Typiquement. Comment ça se passe dans les vallées, justement pour faire les courses? Parce qu'1 heure, je supposais qu'1 heure, c'est un temps qui est trop court, je pense, pour les vallées. Alors, oui, c'est un temps qui est court. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à rentabiliser cette heure de course et à faire au mieux. Et c'est pour ça que, grâce à Laurent et puis à d'autres initiatives que je veux aussi ce soir saluer, comme mon ami Amédée, qui, je pense, nous écoute ce soir. Donc, on lui passe un bonsoir à Amédée. Voilà, Amédée donc, a mis en place aussi un peu avec Laurent notre plateforme de solidarité, hein, je l'appelle ainsi. C'est-à-dire que toutes les bonnes volontés communiquent pour apporter une réponse aux habitants et rendre leur confinement le plus simple, hein, c'est-à-dire pas encore rajouter du stress et de la complexité. Donc, Amédée donne des informations 2 fois par jour par le biais de son Facebook aussi. Ça s'appelle On peut donner la page hein, si tu veux, Laurence. Ouais, voilà, c'est Entraide. Voilà. C'est Entraide Breil et les alentours. Oui. Est-ce qu'il y a des marchés en ce moment? Est-ce que les marchés ont continué? Parce que normalement, on devrait pouvoir continuer les marchés. Le marché n'a pas continué à Breil. Par contre, au niveau de tout ce qui est approvisionnement, au niveau des commerces, on est très bien ravitaillé. Il n'y a pas de souci. Et si vous me permettez, ce que je peux rajouter aussi, c'est que le but de mon initiative de prendre la parole ce soir, ce que je fais assez rarement, hein, ce n'est pas un exercice que je fais, je l'ai fait pour me rendre utile, faire du lien, de la solidarité. Et cette solidarité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est les moyens modernes, c'est-à-dire les réseaux, la radio, les ondes,
C'est ça notre liberté. Et surtout, moi je le dis, je le répète, et c'est très important, Radio Vallée, c'est des ondes positives. On essaie de rester dans le positif, c'est important. Mais promis, on t'invitera. Aujourd'hui d'ailleurs, les radios associatives locales font leur travail. Il faut signaler aussi que nos confrères de France Bleu font aussi un énorme travail dans des conditions très difficiles. Chacun travaille dans des conditions très difficiles. Les grandes radios nationales font aussi leur travail. Aujourd'hui, on est dans un temps de difficile, on est dans un temps de crise. On est dans un temps où aujourd'hui, on doit voir le côté positif. Et j'ai l'impression quand même que les médias font leur travail. Ensuite, le temps de la réflexion sera pour plus tard. Mais aujourd'hui, non, ces chaînes d'information, je citais tout à l'heure, j'ai eu tort de citer CNews, je ne sais pas, j'ai pas écouté récemment. Aujourd'hui, les médias font leur travail, il faut le reconnaître, on en a besoin. Et il faut faire très attention dans le sens où aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, se raconte n'importe quoi. Et heureusement qu'on a nos médias. Il faut signaler aussi la presse avec ses difficultés, qui ne peut pas être distribuée dans certains endroits puisque la Poste ne fait plus son travail. En tout cas, ne distribue plus le courrier tous les jours. Donc, tous les médias font un boulot phénoménal aujourd'hui. Alors, oui. Excuse-moi, Laurent, si je peux me rebondir, vous avez parlé de la Poste. Et donc, est-ce que je peux donner une information qui est quand même capitale? Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'isolement. Donc, il y a cet isolement du fait de la géographie et des déplacements. On a un autre isolement aussi dans la vallée de la Roya. Donc, aujourd'hui, j'ai pu travailler au niveau de la solidarité, c'est-à-dire que la Poste, aujourd'hui, intervient sur le courrier. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il n'y a plus de guichet. Et comme vous le savez, dans ces vallées, que ce soit, il pourra le dire tout à l'heure, témoigner, Paul, sur la Vésubie. Là, nous allons être en début de mois et il va se poser un problème crucial et capital pour les gens qui ont les minima sociaux, les RSA. Souvent, ce sont des personnes qui ont un compte à la Poste. Et aujourd'hui, la situation est dramatique puisque pour aller retirer de l'argent ou faire des virements, que ce soit, il y a aussi toutes les personnes, on va dire, sous curatelle ou sous tutelle, ça va être très compliqué puisqu'elles ne peuvent pas se rendre, puisqu'il n'y a plus la Poste, le guichet à Breil ni à Tende, donc elles vont devoir aller à Menton. Et ce que je viens de vous dire, c'est que pour aller à Menton, il faut des autorisations, c'est très compliqué, il n'y a pas de transport. Donc, ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est pour revenir aux actions de terrain de conseillère régionale. J'ai pu m'entretenir avec le cabinet de Madame Estrosi Sassone parce que je sais qu'elle était en lien direct avec le directeur général national de la Poste pour faire remonter l'information de cet isolement et de cette demande de ma part de veiller à ce que la vallée de la Roya soit aussi pourvue d'un guichet. Voilà. Voilà les actions que je mène. Je pense aussi que le gouvernement a demandé à ce que les banques et la Poste autorisent les découverts, en restant dans le domaine du raisonnable, autorisent que les gens puissent être en découvert dans ces périodes difficiles. Oui. Tout à fait, Serge. Et je te le confirme, et en même temps, je voudrais aussi saluer les banques qui aident beaucoup les entreprises en ce moment. Vraiment, je tiens à le signaler. Comme vous savez, j'ai plusieurs entreprises et je peux vous dire, je le vis, on le vit tous, pour ceux qui sont entrepreneurs, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment réceptifs, c'est sans langue de bois, je le dis, ils sont très réceptifs, ils sont là pour aider, donc je trouve que c'est positif et c'est bien. Il y a une vraie entraide en tout cas en ce moment au niveau des banques, je trouve vraiment. Oui, Mathias. Je lève le doigt, je me suis fait engueuler par Serge, je dis plus rien moi maintenant. Mais non, mais Serge, tu sais, Serge, tu le connais pas bien encore, mais c'est la justice, Serge, c'est la justice. Oh bah, j'aime pas ça. Bon, on le sait que t'es pas méchant, on le sait. Pas pour Laurent, c'est parce que ça m'a interpellé. Il n'y a plus de marché à Breil, si je m'abuse. C'est bien ça, Oui. Pourquoi ils n'ont pas demandé une dérogation d'ailleurs? Comme à Menton et Roquebrune. Parce qu'on peut le faire. À Menton, alors pour info, Laurence. J'ai pas posé la question. À Menton, Antoine Ribal et Patrick Césari ont demandé des dérogations au préfet qu'ils ont eues. À Menton, c'est que ce soit pour le marché couvert ou ouvert, les deux. Oui, j'ai vu que Menton c'était maintenu.
Voilà, donc Et d'ailleurs, il y a une information qui est passée aujourd'hui au gouvernement assouplirait un peu cette position par rapport au marché à partir du moment où on respecte bien les distances de sécurité. Donc ça évolue, chaque chose évolue. C'est compliqué dans une situation nouvelle qu'on n'a jamais connue. Faut improviser. Il y a des décisions qui sont prises, ensuite on voit les résultats assez rapidement. Et en effet, comme dans des vallées comme la vôtre, il faut s'adapter. Alors, on va faire participer aussi notre ami Paul Bureau, maire de Belvédère, qui est de la vallée de l'autre côté, la vallée de la Vésubie. Est-ce que Paul, tu es toujours là? Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à tous les invités. Bonsoir Paul, merci en tout cas d'être avec nous. Et je peux vous dire, je le dis, c'est mon ami, mais c'est aussi c'est quelqu'un voilà de professionnel et je peux vous dire que Paul, il suit depuis le début de Radio Vallée, comme Laurence, hein, voilà. Alors moi ça me fait plaisir que vous soyez là ce soir à cette première, hein, voilà, qui aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de monde derrière, surtout les streamings, et qui sera bien sûr cette émission rediffusée sur les fréquences de Radio Vallée le week-end, hein, le samedi, le dimanche à 10h et à 16h. Justement, Paul Bureau, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc il fait partie de la vallée de la Vésubie, un très très beau village, Belvédère, avec la très très belle Gordolasque, hein, il y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Serge, un jour si tu viens sur je devais venir, mais il y avait une grève de train. Je devais venir pour l'inauguration des nouveaux locaux. Il y a une grève des trains, j'ai pas pu venir. Bon, en tout cas, un jour, il faudra venir à Belvédère parce que c'est juste magnifique. Alors justement, Paul, toi qui as un petit peu entendu tout ça, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, justement? Vous êtes vice-président de la métropole Côte d'Azur, si j'ai bon souvenir. Oui, absolument. Oui. Il a travaillé le président de la métropole est en charge de la biodiversité. Moi, je pense, Laurent, d'abord, je salue tous les auditeurs ce soir. Je pense que l'heure maintenant n'est pas aux polémiques. On vit une situation qui est vraiment catastrophique, dramatique. Oui. Il faut vraiment qu'on s'attelle, comme le disait Laurence tout à l'heure, on est proche des gens. On essaie de se rendre utile, d'être disponible, d'être à l'écoute, plus que d'habitude. On l'est déjà continuellement tout au long de l'année. On essaie d'être encore plus avec le CCAS, avec l'ensemble des conseillers municipaux, avec des bénévoles qui sont pas membres du conseil municipal, mais qui sont là pour nous aider, pour aller chercher des courses, pour aller chercher des médicaments, pour aider les personnes âgées à se faire livrer du bois, à avoir du bois, à pouvoir se chauffer, etc. Et voilà, on essaie de se rendre utile au maximum. Et je pense que Laurence disait tout à l'heure, on est proche des gens, mais moi je compléterai en disant on a envie de se rendre utile. Voilà. Oui. On est tellement sidéré devant cette situation qu'on connaît pas. J'espère qu'on connaîtra plus, qu'on a envie tout simplement de se rendre utile et d'aider ceux qu'on a besoin. Quelle est l'action de la métropole en ce moment par rapport à la crise? La métropole, donc cette semaine, déjà le président de la métropole et son épouse ont été touchés, vous le savez, par la peste, comme beaucoup de responsables là, qui côtoient beaucoup de monde. La métropole, donc c'est 49 communes, c'est 550 000 habitants. On a fait en visioconférence cette semaine un conseil des maires, la semaine dernière, pardon. Cette semaine, on va faire un bureau métropolitain. Donc on est en contact toutes les semaines avec le président, avec tous les services. On met des actions en place. On met des actions demain, le mardi, le vendredi dans la commune, on désinfecte devant les commerces, devant la poste, devant la mairie, parce qu'on a tenu absolument à ce que l'agence postale et la mairie soient ouverts en matinée toute la semaine, parce que c'est important de garder ce lien avec la population, de pouvoir, voilà, c'est vraiment important. Et donc la métropole, l'utilité de la métropole, c'est que ça continue à tourner, hein, le nettoiement continue à fonctionner. Si on a un besoin ponctuel pour la commune, on appelle les services de la métropole, nous envoient immédiatement les agents avec des véhicules. Ça s'arrête pas, c'est une grosse machine, des gros rouages. Et surtout, il y a le volet économique, parce que la métropole va aider financièrement toutes les entreprises qui ont perdu 70% de leur capacité pendant ce mois de mars, dès début avril, en complément des actions mises en place par la région, ma chère Laurence, en complément des millions d'euros qui ont été alloués par le président Renaud Muselier, en complément de ce qui est fait par le département des Alpes-Maritimes, de ce que fait l'État, bien évidemment, et ce qui sera mis en place par l'Europe pour aider les petites et moyennes entreprises, les petites structures
les commerçants et les artisans. Ça, je veux bien insister là-dessus parce que les commerçants et les artisans seront aidés financièrement. Aujourd'hui, le maître mot, c'est les solidarités, je pense. J'entends pas, pardon. Aujourd'hui, le maître mot, c'est la solidarité pour tous. Oui. Ah, la solidarité, oui, mais après, il y a l'inquiétude financière, parce que c'est vrai que la santé, c'est très important, mais les petites entreprises qui n'ont pas les fonds, qui n'ont pas la trésorerie, qui ont quelques salariés, comme notre artisanat en zone rurale, dans nos vallées, en montagne, ben voilà, ils se disent, mais comment on va faire, comment on va tenir, comment on va payer les crédits, comment on va rembourser les échéances. C'est ça l'inquiétude majeure des patrons. Je crois que Mathias voulait dire quelque chose. Oui, bon, dans ce bureau. Je vais faire l'avocat du diable, je suis vraiment désolé. Ça tombe sur vous, c'était le soir. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Je vous entends parler au nom de la métropole, vous parlez des entreprises, moi je veux bien. Je n'ai jamais entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, un politique, puisqu'on est politique, on parle de politique, même si ce n'est pas le moment de polémiquer, mais j'en parlerai là aussi de tout à l'heure. Pourquoi on ne parle jamais des auto-entrepreneurs? On en fait quoi d'eux, concrètement? C'est un statut particulier, hein. C'est aussi des. Mais pourtant, ce sont des entrepreneurs. Ils sont aussi aidés. Enfin, si je peux, puisque oui. je me suis pas, Mathias, puisque je me suis pas exprimé tout à l'heure dans les différentes actions, bien entendu, comme l'a dit Paul. D'abord, je voulais aussi saluer ce soir et avoir une pensée pour Christian Estrosi. Je sais qu'il est chez lui et j'ai vraiment une pensée amicale et beaucoup d'amitié pour lui. Malgré pour son confinement, je sais qu'il a eu il a réagi très rapidement avec mon collègue aussi de la région, Bernard Klenhoff. Donc la région, par l'intermédiaire bien sûr du président de la région, Renaud Muselier, qui est, il faut le rappeler quand même, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui est aussi le président des régions de France. Donc il a mis une cellule de crise très très rapidement dès le 5 mars, que ce soit sanitaire, pour répondre aux besoins des. Vous ne répondez pas à ma question, là, ça fait 2 minutes. Non, mais je vous réponds, j'essaie de vous répondre en vous disant que, comment dire, la région, elle est au plus proche, bien entendu, que ce soit les PME, les TPE, vous avez dit les auto-entrepreneurs, il y a des dispositifs qui sont mis en place par le biais de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un numéro vert. Chaque cas, là, tous les dispositifs, on pourra vous les passer à la fin de l'émission, puisqu'il y a des dispositifs qui correspondent à chaque problématique. Mais sachez que la région, dans sa compétence, une compétence bien entendu économique, ne laissera personne sur la route et sera, et bien entendu, accompagnera toutes les entreprises dans cette crise majeure. Et d'ailleurs, il y a des aides qui sont prévues pour les auto-entrepreneurs. Ça fait partie des choses. Évidemment. Mais bien sûr, il y a tellement de choses tombent sur la tête. Je voulais pas être dans les chiffres, mais il y a quand même sur le fonds national, il y a 250 millions d'euros qui ont été débloqués. Je veux dire, il y a des aides il y a des aides qui concernent aussi, parce qu'il faut aussi avoir cette pensée pour tout le monde associatif, le monde sportif, les arts, la culture. Et tout le monde sera accompagné. Donc aujourd'hui, le président de la région, il est en comité tous les jours. Il a une task force avec le gouvernement, avec Bruno Le Maire. Je veux dire, il est ultra réactif. Je le salue et j'envoie toutes mes amitiés et aussi, permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour mes collègues, tous mes collègues de la région. On est séparés, on ne se voit pas. Donc je pense bien à eux et je pense aussi à l'ensemble du personnel de la région qui travaillent et cette continuité des services et de l'administration, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est que la région, c'est 5 millions d'habitants. Donc, vous imaginez tous les services continuent et vraiment, je suis à leur côté et je leur envoie toutes mes félicitations et tous mes encouragements et de tout le travail qu'ils font, quoi. Parce que c'est des gens qui sont dans l'ombre et ils permettent la continuité des services et il ne faut pas les oublier. Tout à fait. En tout cas, je voudrais quand même, et je le dis vraiment, et ce que je ressens, hein, ce que je pense, je voudrais quand même féliciter au passage quand même la métropole et la région. Il y a eu, franchement, je peux vous le dire, hein, la région du Sud
a vraiment été très réactif. Je pense que ça a même été une des premières régions les plus réactives en France, je pense. Et en plus, la métropole, je peux vous le dire, et je parle vraiment dans le global de tous les maires qui rassemblent la métropole. Je peux vous dire, je les vois. On le voit, on voit passer des emails, on voit passer des coups de téléphone, etc. Je peux vous dire qu'ils sont tous actifs et tous sur le terrain. Voilà. En tout cas, voilà, je tenais à le dire entre parenthèses, parce que voilà, on est sur le terrain et on voit les choses. Et voilà. Voilà, Laurent, si je peux donner un exemple qui parlera à tous les auditeurs, c'est vraiment ça parlera. C'est que la région a commandé 4 millions de masques. Les masques, il y a 1 million de masques FFP2. Donc, les masques sont en train d'arriver cette semaine et 3 millions de masques médicaux. Donc, voilà, ça, c'est du concret, c'est de l'important pour les personnels médicaux. Oui. Et c'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut essayer de faire venir aujourd'hui. Ensuite, on fera le bilan. Tout à fait. Et pour saluer aussi les efforts de la métropole et de la ville de Nice, vous avez pu le voir, il y a un drive qui est mis, donc bravo pour cette initiative, un drive pour donner des masques au personnel médical et paramédical. Ça se passe très bien, donc vous le voyez, les gens sont au travail, sont efficaces et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nos soignants, nos personnels soient protégés. Après, si c'est fait en Chine, si c'est fait ailleurs, l'important aujourd'hui, c'est pas de savoir où c'est fait, c'est de savoir que l'infirmière, l'infirmier, le kiné, le brancardier, le pompier, il ait son masque et qu'il soit protégé. Voilà ce qui est important. En tout cas, Laurence, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos appels, à ton soutien à Radio Vallée, à ton soutien à tout ce que tu fais. T'es plein de bonnes idées, t'es plein de bonnes ondes et ça c'est bien. On a vraiment de la chance d'avoir une conseillère régionale comme toi, vraiment. Je le pense sincèrement et c'est très bien. Et c'est très bien, vraiment. Il faut dire la même chose, je pense, pour la majorité des personnalités politiques qui font leur travail, qui se retrouvent dans une situation invraisemblable, qui doivent gérer avec quelque chose qui n'a jamais été prévu. Donc oui, il y aura des erreurs, oui, il y aura des choses. Mais je pense que ceux qui sont aujourd'hui sur le front font un travail extraordinaire. Je pense aux politiques, je pense aux entreprises, je pense aux employés des magasins qui sont là, je pense aux infirmiers, je pense aux hôpitaux, je pense à tout le monde. Il y a un boulot de fou. Rien ne peut être parfait. C'est évident, rien ne peut être parfait. Les problèmes doivent se résoudre les uns derrière les autres. Et on trouvera des solutions, Alors, justement, je profite qu'il y a Paul Bureau. T'es toujours là, Paul ? Oui, je suis toujours là. Bon, il est super, ce Paul. Il est super. Alors, justement, Paul, tiens, présente-nous un petit peu. Allez, fais-nous un petit peu évader pour ceux qui sont jamais venus dans ton beau village. Présente-nous un petit peu Belvédère et la Gordelasque. Alors, Belvédère, c'est un village qui est à 850 mètres d'altitude, qui porte bien son nom, qui domine la vallée de la Vésubie. On est en surplomb de la commune de Rosilière. La Vésubie, c'est 7 communes, jusqu'à Saint-Martin-Vésubie, la Suisse niçoise. Et donc, nous avons une ancienne vallée glaciaire qui s'étend de Belvédère jusqu'à la frontière italienne. Parce qu'on est frontalier avec Tende, on est frontalier avec la commune d'Antrac, on est frontalier avec Breil-sur-Aya. Oui. Et par le col de Turini. Par la vallée des Merveilles, on est frontalier. Donc, nous avons plusieurs refuges de montagne, nous avons des lacs, des colonies de vacances, des chalets. Donc beaucoup, c'était des anciens qui allaient l'été en alpage avec les bêtes, qui avaient construit des modestes granges, et la plupart de ces granges ont été rénovées. Et maintenant, c'est devenu des maisons de famille, des maisons de vacances. Et l'été, il y a beaucoup de monde dans la Gordelasque, il y a la vacherie qui est ouverte avec les vaches, il y a des moutons, il y a 4 restaurants dans la Gordelasque, il y a le refuge d'amis dans la Gordelasque, il y a le JR52 qui va du lac Léman jusqu'à Menton, qui traverse notre département, et beaucoup de monde. La deuxième porte d'entrée du parc national du Mercantour, puisqu'on est une des 28 communes du parc national, avec presque 600 000 visiteurs par an.
Voilà, dans notre Gorgolaz. En tout cas, c'est voilà. En tout cas, alors justement aussi, Paul, je voulais aussi te féliciter pour toutes tes actions et justement, tu as eu une très très belle page, un très bel article sur Nice Matin récemment où justement tu aidais les personnes âgées. Alors ça m'a vraiment gêné parce que si tu veux, au début, c'était parti pour faire ça très modestement parce que moi, je trouve que nous, le CCAS, le CCAS, les associations qui s'investissent, le conseil municipal, et je voudrais associer d'ailleurs l'ensemble de mes collègues maires, des conseillers municipaux du département, parce que au début, c'était vraiment pour aider, pour porter, voilà, on est venu me voir, monsieur le maire, j'ai pas de véhicule, j'ai besoin d'une ordonnance, de médicaments, etc., etc. Et on a commencé, c'est monté en puissance, on a été chercher les médicaments, on a porté les courses à domicile, on s'est occupé du bois, on a essayé de rendre service, des gens bénévoles en dehors du conseil municipal sont venus prêter main forte. Et ça a fait boule de neige, mais j'étais terriblement gêné qu'il y ait un article dans Nice Matin parce que c'était pas fait du tout pour ça. Voilà. D'abord, je me suis fait engueuler parce que je n'avais pas le masque en portant les médicaments, parce que je n'avais pas de masque, donc je pouvais pas en mettre. Mais c'était vraiment pas pour parce que je pense que quand on fait des actions comme ça, comme mon collègue Cyril, le maire de Paye, qui porte le Nice Matin parce que la poste ne fonctionne plus que 3 jours par semaine et qui livre bénévolement également le Nice Matin à ses administrés, voilà. Ben, c'est des actions modestes et chaque village, chacun essaye de d'être utile. Comme je le disais tout à l'heure, dans ces moments-là, on veut être utile. Mais j'ai vu un article sur vous dans Libération où vous disiez qu'être maire, c'est pas facile. Vous êtes le défouloir de la population. Est-ce que ça va mieux maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on vous reconnaît? Oui, parce que c'est vrai qu'on a des moments de découragement, presque 10 ans pour avoir un relais dans la Gorgolaz où on était en zone blanche, où il y a souvent des gros accidents, des gros malaises, des victimes, que les gens ne peuvent pas joindre les secours et c'est vrai qu'on a des moments de découragement. Puis après, quand les projets sortent ou quand les subventions arrivent, bon voilà, le moral revient. On marche un petit peu, on fonctionne comme ça. Si vous permettez, Laurent, je voudrais rajouter une petite précision importante. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, on a parlé des artisans, des commerçants, mais je voudrais pas que dans nos vallées, dans nos campagnes, en zone rurale, on oublie les éleveurs et les agriculteurs. Oui. Parce que ils sont discrets, ils travaillent, quel que soit le temps, quel que soit et ces gens-là, ils sont pas oubliés. Je voudrais leur dire que la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, son président Michel Dessus, sont en train de faire des actions fortes pour aider toutes ces petites structures agricoles qui sont de niveau artisanal là, dans notre département. Et les éleveurs également, l'Europe, je crois que la PAC, qui va se déclarer à partir du 1er avril, ils vont avoir également au niveau de l'Europe une aide supplémentaire par la PAC, la politique agricole commune, voilà, pour les surfaces qui déclarent. Et ça, je pense que c'est important, parce que s'il y en a qui nous écoutent, ou si demain vous pouvez leur apporter dans les jours qui viennent, bien sûr, ils sont pas oubliés. Voilà, on n'aide pas une catégorie ou une autre. On essaie d'aider tout le monde. En fait. Est-ce que les agriculteurs sont un peu comme partout en France? Est-ce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre? Est-ce qu'ils ne demandent pas à ce que des gens dont les entreprises ne ferment pas sont fermés? Ils ont besoin, mais c'est pas eux qui forcément viendront vous demander. Moi, je suis également président des hôpitaux de la Vésubie. Le directeur des hôpitaux m'a téléphoné il y a quelques jours. Il avait besoin de main-d'œuvre et j'ai dû trouver quelqu'un de ma commune qui est intermittent du spectacle, qui peut plus travailler depuis quelques semaines, qui a été bénévolement pour désinfecter les chambres. Et ça, je trouve que c'est formidable. Je ne sais pas si Pôle emploi fait ce travail en ce moment. Là, j'avoue que je ne sais pas si Pôle emploi s'occupe de ces choses-là. Et je ne sais pas aussi, je disais, je ne sais pas si Pôle emploi en ce moment a une action de ce côté-là pour aider les agriculteurs et toutes les entreprises je pense que Pôle emploi doit faire aussi quelque chose. Pôle emploi, je crois qu'il prolonge les droits pour les gens qui sont en fin de... Je pense qu'il prolonge pendant quelques mois, quoi. Donc,
Même Pôle emploi, à son niveau. Aussi, je pense qu'il y a des endroits où Pôle emploi ou des organismes centralisent les demandes des agriculteurs ou des entreprises qui ont besoin, ou des hôpitaux et autres, pour essayer de faire le relais. Je vais signaler aussi, moi je le sais, moi je suis en région parisienne et je le vois, il y a des pages qui se créent, des pages pour la ville aide Covid-19, des pages d'entraide sur Facebook, où on peut se connecter et chacun peut dire, moi j'ai besoin de ça, est-ce que je peux faire ça? Je ne sais pas s'il y en a dans votre région, ce que j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter, c'est que justement, il y a des groupes qui soient créés sur Facebook ou d'autres, mais enfin, je pense que Facebook est un bon outil pour créer de l'entraide et dire, je suis disponible. Oui, c'est très bien, c'est des bonnes actions, ça, c'est des très bonnes actions. Tout à fait. Non, mais en tout cas, voilà, en tout cas, bravo Paul pour tout ce que tu fais. On se connaît depuis longtemps, je sais que t'es très humble, tu as beaucoup d'humilité et je sais que… Oui, parce que si tu veux, on fait pas ça pour ça, tu comprends? Je sais. Donc, je voudrais encore juste vous dire deux petites choses. Vous voyez, la métropole, tous les loyers des artisans ou des commerçants qui sont sur le territoire de la métropole seront suspendus pendant la durée de l'arrêt de l'activité. Et nous, avec ma collègue de Reims-Place, qui l'a mis dans le journal, je crois, aujourd'hui, les communes de la métropole, quand on aura aussi des artisans ou des commerçants qui sont locataires chez nous, ce qui est le cas sur ma commune, etc., mais bien évidemment, on ne va pas leur faire payer les loyers les semaines ou les mois où ils seront en arrêt d'activité. C'est évident. C'est du bon sens, en fait. Voilà. Solidarité partout. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Il faut jouer le jeu à fond. Paul, je voudrais saluer comment dire, un lien de solidarité qu'on a entre nos deux vallées qui touchent la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie. Laurent, si tu le permets. Bien sûr, bien sûr. On va parler de l'association Cléa. Donc, l'association Cléa, comme tu le sais, ça me tient à cœur. Je suis professionnelle de la petite enfance. Pour faire le lien avec Paul dans la Vésubie, je m'occupe de cette association. Et la présidente de l'association, je voudrais la citer ce soir, c'est Madame Paulette Semeria, qui habite à Roquebillière, qui est présidente, qui est présidente des Bambins de la Vésubie. Avec elle, nous travaillons en ce moment pour trouver des solutions pour les parents, pour les aider au niveau de l'animation, pour essayer aussi on travaille aussi en partenariat avec le ministère et le décret Jean Pinault pour lutter contre les violences, que ce soit les violences au sein du foyer. Et je voudrais passer un message, c'est que dans cette période de confinement, il est important que l'art et la culture, ce soient des vecteurs d'animation et qui permettent de décloisonner et d'aérer les familles. Donc, on essaye avec cette association entre la Vésubie, la Roya, Nice, on essaye au niveau des professionnels, que ce soit les structures, les crèches, les assistantes maternelles, tous nos collègues de la petite enfance, on apporte aussi un peu d'air et des idées pour aider les familles à supporter ce confinement. Voilà. Et surtout à prévenir des risques de violence et de maltraitance. Justement, à ce sujet-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Parce qu'on imagine qu'avec le confinement, les problèmes sont exacerbés. Je pense aux problèmes de femmes agressées, de personnalités violentes. Est-ce qu'il y a des structures qui ont été mises en place? Comment ça se passe? Est-ce que vous savez? Ce qui a été mis en place, vous avez dû le voir, c'est que, je l'ai vu au niveau des informations, c'est que les pharmacies font le relais, c'est-à-dire qu'elles peuvent alerter au niveau des pouvoirs publics pour signaler s'il y a une femme en danger, s'il y a des violences. Et je vous dis, nous, avec notre association, on a fait un petit événement, hein, c'est un événement qui est national, ça s'appelle la Grande Lessive, c'est un événement qui a lieu 2 fois par an. Et en fait, on réalise des dessins, des œuvres, c'est les enfants, les familles, et on les étend. Donc cette année, pendant cette période de confinement, virtuellement, on les a étendus dans nos écrans. Voilà ce qu'on a fait. Une petite question concernant l'école, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'école se fait à la maison. J'imagine qu'Internet ne doit pas être parfait partout dans votre vallée. Comment ça se passe? Est-ce que les gens arrivent à se connecter? Est-ce que les gens arrivent à faire de l'éducation à la maison?
Alors, moi, des retours que j'ai, c'est plutôt sur, on va dire, des ados, des jeunes. Hein. Oui, ils arrivent à se connecter, ils arrivent à. Après, ce qui Tout à l'heure, vous parliez de zones blanches, c'est pour ça que voilà. j'y ai pensé. Nous, on n'est pas dans les zones blanches, heureusement, donc on a un bon réseau. On est bien couvert par rapport à la fibre et à l'Internet. Les problématiques qui se posent, et c'est en ça qu'on est dans la prévention. Et je suis, en tant qu'infirmière aussi, c'est un peu un axe que j'essaye de développer, c'est de gérer les tensions intrafamiliales en proposant des outils simples comme la sophrologie, la relaxation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire plaisir à ma femme qui écoute en ce moment. Avec Mathias. Mais c'était un peu l'humour du soir, mais on lui proposera un temps de méditation. Mais là, pour revenir à ça, grâce au réseau, grâce à Internet et c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure, on apprend le monde d'après la crise. Et en fait, c'est l'espoir, c'est que on a des ressources, on a énormément de ressources. Il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Il y a la solidarité, il y a la créativité, il y a la générosité, et on crée ce qui sera notre après la crise. Si vous deviez espérer quelque chose, s'il y a quelque chose que vous voudriez d'après la crise, s'il y a une chose que vous voudriez qui reste ou qui soit créée après cette crise, ça serait quoi? Pour moi, je pense que ça va rejoindre pas mal d'auditeurs, c'est que premièrement, cette crise, elle nous a fait nous arrêter. C'est un retour à soi. On revient vers soi, on revient vers nos racines, vers ce qui est important. On laisse de côté tout ce qui était futile, tout ce qui était vraiment un peu illusoire. Et on se rend compte au niveau de l'économie, comme on l'a dit tout à l'heure, la grosse leçon, c'est revenir à la dépendance de la production française et revenir au circuit court, revenir à l'agriculture locale, revenir à retrouver nos brevets, retrouver la force, notre force, notre pays, et plus être dépendant, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les respirateurs. Voilà, parce que ça, c'est. Et vous, Monsieur Bureau, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il arrive aujourd'hui, après cette crise? Quels sont vos souhaits? C'est pour moi la question? Oui, c'est pour vous la question. Ah oui, mais j'entends très loin. Je disais que oui, après la crise, si... Oui, allez-y. Comme disait Laurent, les privilégier les circuits courts, parce que là, c'est vrai qu'on s'est aperçu de choses avec les marchés qui ont fermé, etc. Les gens, ils sont retournés chez les agriculteurs, et ça, il faudrait que ça perdure, il faudrait que ça reste. Voilà, on a vraiment besoin de cette proximité, de passer par des gens qui font des bons produits, des produits sains, et qui sont à côté de nous, quoi, que le reste du temps, les gens ne connaissaient pas. Et là, ils ont fait connaissance avec, c'est bien. Il faudrait que ça perdure. Le truc, c'est qu'il faudrait aussi que les gens acceptent de payer le prix pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à vendre les produits locaux parce qu'il n'y a plus les produits qui viennent d'ailleurs. Donc, les gens sont dans l'obligation de payer un peu plus cher, apprécier la qualité. C'est une bonne chose. Le problème est que s'habituer à avoir de la qualité, parfois consommer moins, mais avoir de la qualité. Et moi, je pense que les gens sont quand même à la recherche. Regardez le nombre de magasins bio qui ouvrent partout dans les villes, etc. Et je pense que les gens sont à la recherche maintenant de nourriture saine, des produits de qualité, et qui sont prêts, vraiment la plupart, ceux qui peuvent, hein, financièrement bien évidemment, mais peut-être pas les plus modestes, mais ils sont prêts à faire un effort financier pour avoir des produits de qualité qui sont bio. On voit qu'il y a des grandes surfaces aujourd'hui qui travaillent plus avec les producteurs locaux. Il faut espérer que cette tendance s'accentue. Tout à fait. Ah oui, il faudrait que ça reste, c'est vrai, il faudrait que ça reste, absolument. En tout cas, moi je pense qu'il faut, à mon avis, surtout dans nos petits villages, il faut
en tout cas, faire travailler tout le monde dans nos villages, c'est très important. Tous les commerçants, les petits artisans, les agriculteurs, voilà. Parce que comme je le dis souvent, alors des fois, on voit passer des choses sur les réseaux sociaux, mais c'est tellement vrai aussi, c'est que les gens, des fois, ils se disent dans certains villages, mais je comprends plus, il y a plus de commerce dans mon village, il faut que je fasse 45 kilomètres pour trouver le premier magasin. Donc voilà, il y a un moment donné, je pense qu'il faut en tout cas essayer et faire son maximum vraiment dans nos villages. Il faut vraiment faire travailler le boulangers du coin, faire Ça fait travailler penser le boulanger du coin. Ça fait Exactement. penser le boulanger du coin, comme ma belle-mère a fermé avec son mari sa boulangerie. Les gens ont dit, c'est dommage, pourquoi vous fermez? Elle a répondu, parce que ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu chez moi? D'accord, j'étais là le dimanche quand les autres sont fermés, mais vous veniez pas. Donc, elle a fermé sa boulangerie et son village, il n'y a plus rien. C'est pour ça c'est pour ça qu'il faut vraiment faire travailler, je pense, nos petits commerces, nos artisans, nos agriculteurs, et il faut que l'économie tourne dans nos villages. Je pense c'est très très important. Moi je le vois chaque jour au sein de Radio Vallée, on a beaucoup d'entrepreneurs malheureusement qui ferment. Il y en a aussi qui ouvrent, et heureusement, mais il faut en tout cas à tout prix en tout cas consommer un maximum, parce que justement avec j'espère cette fin de crise bientôt, il faut honnêtement les aider, quoi, ces artisans, c'est voilà. Regarde, Laurent, ce qui se passe chez nos voisins et nos amis italiens. Regarde les circuits courts. Ça fait longtemps qu'ils sont revenus, qu'ils ont compris. Exactement. Regarde dans toutes les vallées. Oui. Dans toutes les vallées. C'est vrai. T'as entièrement raison. Il y a raison. la vente de fruits, de légumes, de viande à la ferme. Oui, c'est vrai. Et ça développe très bien. Et se développent ce qu'on appelle les AMAP, les sociétés qui vendent des produits locaux. Ça se développe. C'est pas facile d'y rentrer parfois, mais il y a des magasins aussi qui font ça, où c'est les producteurs qui vendent par eux-mêmes, il n'y a pas de bénéfice, et ça profite, et c'est important. Bon, en tout cas, juste pour faire une parenthèse, mais très rapide, donc Paul, tu as été réélu au premier tour, donc félicitations, en tout cas, voilà. Et bon, de toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres émissions sur le côté politique, mais voilà, en tout cas, c'est bien aussi de faire une petite parenthèse. Un dernier mot avant de se quitter, Laurence et Paul, on vous laisse l'antenne et c'est à vous. À toi, Laurence, à toi. À toi, Laurence. Madame. Merci pour cette initiative, pour cette première. Merci de m'avoir permis de m'exprimer avec mon collègue et ami Paul de la vallée de la Vésubie, d'avoir mis à l'honneur la vallée de la Vésubie et la vallée de la Roya. Cette crise mondiale, nous devons tout faire pour la dépasser. Nous devons être armés contre cette guerre, tous ensemble. On en sortira, je pense, plus fort. Et comme on l'a dit, c'est un nouveau modèle. Ça sera plus comme avant. C'est un nouveau modèle de société à repenser. Et je terminerai en disant, tout simplement, avons-nous besoin de 5 paires de baskets sur nos étagères, ou plutôt d'avoir un bon steak, de la bonne nourriture et de bonnes activités, et d'aider nos enfants et de permettre à nos personnes âgées de vivre avec nous. Voilà, moi, maintenant, c'est ma philosophie, c'est les miens, ceux qui sont autour de moi, et de pouvoir faire au mieux pour que les choses se passent bien dans la solidarité et l'entraide. Voilà. Merci pour votre émission. Merci beaucoup à toi, Laurence, d'avoir participé. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot, Paul, avant de se quitter? Moi, un petit mot, déjà, c'est pour te remercier, Laurent. Surtout, je voudrais mettre à l'honneur les gens qui s'expriment peu, que l'on voit peu, mais qui sont utiles, qui sont indispensables, bien plus que nous. C'est les gens qui s'occupent des personnes âgées à domicile, les aides à domicile, les associations de soins à domicile, les infirmières libérales, les médecins,
voilà, tous ces gens qui dans l'ombre, discrètement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sont proches de nos personnes âgées. Certaines sont seules, d'autres ont de la famille mais loin, d'autres ont de la famille qui ne peut pas venir les voir avec le confinement. Et donc, voilà, il faut remercier tous ces gens qui partout, dans toutes les communes, dans tout notre département, partout en France, aident le voisin, aident des gens qui ne connaissaient peu, qui sont à leur service. Je pense que c'est ça, voilà. Il faut rester humble et remercier tous ceux qui aident leur prochain. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, Laurence. Je le dis Merci vraiment beaucoup. sans langue de bois. On a beaucoup de chance de vous avoir tous les deux en tant qu'élus, vraiment. Merci beaucoup de parler avec votre cœur et votre franchise et pour votre voilà. Vous avez ce côté humble et c'est pour ça que je vous adore tous les deux. Il n'y a pas d'autre mot parce que vous êtes des gens humbles et des gens Et nous, humains. on a de la chance d'avoir une radio. Oh, Il y a des régions en France qui n'ont pas de radio. c'est vrai. Oh, la plupart ont des radios quand même. La plupart ont des radios locales. Heureusement. Et je dois dire quand même que on peut dire quand même que la plupart des personnalités politiques locales et même autres font un sacré boulot. Il faut pas dire que les politiques ne font pas de travail. Ils font un sacré boulot. Non, et puis comme dans c'est tout, il y en a des bons et des moins bons. Exactement. Mais en tout cas, quand il y en a des bons, il faut savoir les garder. Et surtout, comme je dis, c'est le terrain qui parle. Hein, voilà, on est des hommes, on est des hommes, on est des femmes. Vous savez, comme je le dis souvent, hein, et je pense que c'est pareil en radio et c'est pareil aussi pour toi, Serge, et on se comprend dans ce qu'on dit tous les deux. Je pense que le secret, c'est d'aimer les gens, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et je pense que moi, je pense que les tricheurs, ça dure un temps, voilà. Et je pense que les gens qui sont bons, à un moment donné, la roue, elle tourne, ça se voit, ça se ressent, ça transpire, et voilà. Et je pense. Et attention quand même qu'on n'ait pas de Trump ou qu'on n'ait pas de Johnson ou qu'on n'ait pas suite à des crises comme ça, parce que c'est le problème quand on voit certaines solutions, certaines personnes qui proposent des solutions quand même démagogiques. Attention, on a la chance d'être dans une démocratie, profitons-en. Oui, et puis bon, moi, je parle souvent sur le côté local, hein, vraiment région. Après, voilà. Après, moi, comme je dis, on est des hommes, des femmes, et pour terminer cette interview, moi, je pense et vraiment, je le ressens de plus en plus. Et l'union fait la force. Arrêtons ces guerres. Faisons l'amour, pas la guerre, comme on dit souvent, ce que mon grand-père me disait. Donc voilà, aimons-nous, avançons tous ensemble. Alors je sais que ça vont me dire, on se croit un peu dans le pays des bisounours, mais moi j'y crois au pays des bisounours. Et c'est pour ça que j'ai créé une radio pour les enfants et une télévision pour les enfants, parce que j'y crois. Et je pense qu'on est tous des grands enfants et que, vous savez, je veux dire une chose, à un moment donné, il faut donner sans attendre en retour. Et puis voilà. Et puis, vous savez, je veux dire une chose, faut pas avec de la haine et des rancœurs, il faut avancer. Voilà. Et je pense que la vie, elle est comme ça. Et c'est pour ça aussi, Serge, tu as choisi ce métier de la radio, parce que tu as envie de mettre du bonheur, voilà, et des politiques. Et je pense que quand on est politique dans un village, honnêtement, on le fait pas pour gagner des millions. Donc, si on le fait, c'est tout simplement parce qu'on a des convictions et qu'on a envie de faire vivre nos villages, on a envie d'avancer. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment le cas de Laurence et de Paul que je connais depuis. Oula, ça va faire des années, hein, mes cheveux blancs apparaissent. C'est vrai. Et voilà. Et en tout cas, merci vraiment du fond de mon cœur, Paul. Merci du fond de mon cœur, Laurence. Ne changez pas, restez comme vous êtes. Et à très vite. Je vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. Restez confinés. Hein. Oui, tu as raison, Paul. Restez confinés. Oui. Une dernière chose, Laurent. Oui, tu pourras passer, quand tu auras l'antenne sur Radio Valais, pour faire le lien avec nos Valais, en solidarité avec nos amis italiens, je te l'avais demandé. Bien sûr, on va le diffuser, c'est avec grand plaisir, Laurence. Et puis, donc ça, c'est pour les traditions et l'amitié franco-italienne. Et puis, pour le côté un peu plus moderne, c'est une chanson qu'a composée aujourd'hui David Hallyday, Le jour d'après. Imagine le jour d'après. Voilà. C'est promis, en fin d'émission, on le met, t'as ma parole. Merci. Gros bisous, bisous Paul, bisous Laurence, à très vite sur l'antenne de Radio Valais. À bientôt. Au revoir. Et ben voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des politiques qui ont du cœur et ça fait vraiment du bien. Voilà.
allez, dans la joie et dans la bonne humeur, Mathias. Maintenant, on va parler de clubbing. Et ça te parle, ça, le clubbing, Mathias? Mon ami, en plus, qui est à la radio. Mais oui, on va parler de clubbing. Allez, on va un peu rigoler. On va parler de. Justement, parce que. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mathias, ça fait des années que je le connais. Et il avait monté une marque qui s'appelait À Pas Peur. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment elle est venue, cette idée À Pas Peur? Allez, raconte-nous un peu. Ça, c'est l'idée. Là, tu sors les dossiers, toi. Ah ben attends, t'as voulu faire de l'entête ce soir? On les sort un peu les dossiers. Hein, alors raconte-nous un petit peu cette marque À Pas Peur, parce que moi je t'ai connu il y a 10 ans justement avec cette marque. Imagine le chiffre 10, tu me disais à chaque fois. Eh ben oui, exactement. Alors, allez, raconte-nous un petit peu cette marque. Allez, s'il te plaît, on remonte un peu dans la nostalgie, ça fait du bien un petit peu. Toi, c'est pas la nostalgie, c'est une marque que j'avais créée en, je sais plus combien, 2008 même déjà. Ouais. Oh là là, Mais comment elle est venue cette idée de créer cette marque? Parce que moi je me rappelle, alors je sais pas si on pourra le voir, on verra avec Brice si on peut le mettre, mais on retrouvait les anciens logos d'À Pas Peur, c'était super sympa. Il y avait le t-shirt À Pas Peur, t'avais fait les casquettes À Pas Peur. Crevettes et sweet. Ben oui, mais pourquoi ce nom À Pas Peur? Parce que moi, tu sais quoi, je l'ai jamais su, hein, l'histoire, le fameux de l'histoire. Hein. Oh, ça restera un secret, dans les annales. Voilà, ça restera un secret, voilà. C'est un secret. C'était un bon délire. Bon, j'aurais pas le droit à mon scoop ce soir, parce que c'était une question que je voulais te poser ce soir, c'est pourquoi cette marque À Pas Peur. Je m'attendais pas à ça, là. Ah, tu vois, ben ouais, mais moi aussi, tu vois, j'ai des dossiers sur toi. Hein? Bon, allez, en tout cas. C'était une marque de quoi? C'était une marque de vêtements? C'était une marque de vêtements. Ouais, une marque de vêtements. Bon, en tout cas, vous avez pu voir Mathias, voilà, il a son petit caractère, mais il est pas méchant, il est mignon, tout plein, hein, comme c'est marqué plein. C'est ça, c'est marqué ça sur ton t-shirt? C'est marqué quoi? Ah, mais là, tu fais la pub, là, chérie. Tu fais la pub, là, hein? Bon. Allez, maintenant, on va parler de clubbing. Allez, on va parler de clubbing. Et ça, c'est un ami à Mathias, parce que justement, c'était ton parrain. Parce que ça aussi, je voulais en venir avec À Pas Peur, parce que c'était le parrain de À Pas Peur. C'était pas le parrain, c'est le premier people que j'ai habillé à l'époque. Voilà, alors on va l'appeler. Allez, on va l'appeler notre ami. Je sais même pas si David était au courant que c'était le premier, je suis même pas sûr. Ah c'est le moment de sortir les dossiers ce soir. Alors, grâce à Mathias. On va dire quand même à nos deux personnalités politiques, s'ils le désirent, ils peuvent. Vous pouvez rester, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez aussi vaquer à votre occupation, c'est comme vous le désirez. Ben non, elle peut rester avec nous, Laurence. Elle est bien avec nous, Laurence. Elle peut rester avec nous. Hein. Il n'y a aucun problème. Elle est morte de rire, Laurence. C'est bien, elle prend avec de l'humour. Alors, allez, on va appeler David Vendetta. Alors, David Vendetta, c'est grâce à Mathias qu'on l'a eu. Mathias m'a dit, écoute, j'ai une surprise pour toi. Pour ta première libre antenne, ta première émission Actu Sud, je vais te faire un plaisir. Parce que même si je suis un peu ronchon, mais moi j'adore faire plaisir et je sais qu'il a un grand cœur. Ça s'est fait à 3h du matin quand même, David. Hein? Ça s'est fait à 3h du matin, David. Voilà, à 3h du matin. Et donc il m'a dit je vais te faire plaisir parce qu'il y a du monde que ça va intéresser. C'est David Vendetta, donc un très très grand DJ, hein, je veux dire international. Donc on va l'appeler immédiatement, tout simplement. On va l'appeler en direct. C'est un amour de mec. Allez, on va l'appeler notre DJ international, David. Allez, c'est parti, ça sonne. On va l'appeler. Il n'est pas en train de faire un concert, ça va? Non, je crois pas. De chez lui, une live session? Je crois pas qu'il fait un concert. Allô? Oui, bonjour. Ah, ben voilà. Alors, on va mettre un petit peu plus fort. Est-ce que tu m'entends, David? Je t'entends très, très bien. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, écoute, bienvenue David dans l'émission Actu Sud. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. En plus, c'est la grande première hein, ce soir. Hein, c'est la grande première. Donc, on essuie le plâtre. Donc là, on a une première partie. On a parlé un peu de politique et maintenant on va parler un peu de culture, du monde de la nuit. Et donc, on est vraiment ravis de te recevoir, David. Et donc, il y a Mathias hein, qui est là avec nous en direct, hein, parce que vous vous connaissez bien tous les deux. Oui, bien sûr. Salut David. Gros bisous à Mathias. Gros bisous David. Monaco. De Paris, hein, David. On en parle après, hein. Exactement. Tranquille. Cool. Alors David, justement, on va pour commencer, on va déjà tout simplement se faire un petit peu, on va se remémorer un peu justement ta carrière parce que
on peut le dire, c'est pas une petite carrière, c'est une grande carrière que tu as, David, vraiment. Tout le monde a dansé sur tes tubes, ça c'est sûr et certain. Hein, c'est voilà. Alors c'est vrai que les DJ, des fois on se dit, des fois on danse sur un tube, on connaît pas le nom du DJ. C'est vrai, hein, ça arrive assez souvent. Mais en tout cas, voilà, t'as créé des tas de tubes. Moi, ce que je voudrais déjà, pour commencer, et ça c'est ma première question, ça c'est mon côté un peu curieux, hein, parce qu'on a tous, je pense dans le milieu artistique, on a tous un peu des parcours un peu atypiques. Comment t'es venu l'idée de devenir DJ? Allez, raconte-moi tout, David. Ben, au départ, c'est juste l'amour de la house music. Quand j'ai découvert la house music, bon, à l'époque, j'étais représentant pharmaceutique chez Ron Poulenc, je vends du Doliprane aux pharmacies. D'accord. Voilà. Donc, ça n'a strictement rien à voir en tant que DJ. Mais quand j'écoutais les premiers titres de la house music, honnêtement, je me suis dit, c'est vraiment une musique révolutionnaire. Voilà, c'est une musique complètement atypique. Et du coup, ben, j'ai voulu faire partie de cette histoire. Et puis, voilà, donc j'ai appris tout seul à devenir DJ. Et puis ensuite, après, ben, je me suis imposé en tant que DJ, tout simplement. Voilà. D'accord. Et donc, depuis quel âge tu es DJ, justement, David? Ben, j'ai commencé justement tard. À l'époque, quand j'ai commencé en tant que DJ, ouais, j'avais 26 ans et ensuite après. En 2000, je crois, c'est ça, hein, grosso modo en ouais, 2000. Ouais, enfin, puis ensuite après, j'ai commencé en 2008 exactement en tant que vraiment DJ professionnel. Voilà. En même temps que moi. En même temps que papa. Non, pas en 2008, en 1998, s'il te plaît. Oui. Ah, pardon. Voilà. Alors, justement, donc tu as commencé comme ça, et comment s'est passé justement l'ascension de ton premier tube? Bah, tu sais, à ce moment-là, Laurent, il n'y avait pas de phénomène DJ guest, DJ superstar. Au contraire, d'ailleurs, quand justement, à l'époque, comme je te le rappelle, j'étais représentant pharmaceutique chez Ron Poulenc, j'en ai du Doliprane. Je gagnais très, très bien ma vie. Et finalement, j'ai donné ma démission parce que je n'avais rien à faire de ce métier-là. Je sais que c'était pas du tout le métier qui convenait. Le métier que je voulais faire, c'est uniquement de passer de la musique, de passer de la musique que moi j'ai envie de passer et de pouvoir faire danser les gens et de pouvoir imposer ma musique. Tu vois, donc c'est un peu hard quand même, malgré tout. Mais j'ai réussi à le faire et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je gagne pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y avait pas justement le phénomène de DJ star, mais peu importe. Au moins, je faisais le métier que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Alors que j'étais tout jeune, j'avais pas, par exemple, ma famille, ma mère n'avait pas l'argent, par exemple, pour me payer une batterie. Enfin bon, bref. Et donc du coup, j'ai construit ma propre batterie et pour faire justement, pour être batteur et pour faire partie d'un groupe. Bon, bref. Et je me suis toujours donné, en gros, la situation pour devenir justement la personne que je veux être par la suite. Donc le fait de pouvoir être DJ, ben ça a été extraordinaire, même si au départ j'ai galéré, mais grave, et surtout financièrement. Oui, parce que j'imagine, dans tout ce qui est milieu, même animateur radio ou dans le milieu artistique, audiovisuel, musique, c'est jamais simple au démarrage. On commence tous par du bénévolat, hein, on peut le dire, hein, et puis on dépense plus d'argent qu'on en gagne. Exactement. À quel moment tu as senti, David, que ça allait prendre? À quel moment tu as senti la vibration, si on peut dire ça comme ça? Bah, je sais pas. Moi, ce que je sais, ce que je savais à l'époque, honnêtement, comme je vous l'ai dit auparavant, je faisais ce métier-là. Il y avait pas, honnêtement, tout le monde disait, oh, mais tu fais quoi? Tu viens DJ? La plupart des personnes autour de moi,
Elle pensait que c'était pas du tout un métier déjà. Déjà, c'était pas un métier à la base. Il n'y avait pas de carrière à faire, il n'y avait pas d'argent à prendre, etc. Bon, bref. Donc, on avait comme, à ce moment-là, la plupart des DJ avaient une certaine animosité autour d'eux, parce que justement, c'était pas du tout un métier, à long terme. Ça, c'était le premier point. Ensuite, après, une fois que on était reconnu, on a été, parce que bon, on a vendu beaucoup de vinyles, on commençait à vendre des CD, des albums, etc. Donc, ensuite, après, il y a eu un phénomène de DJ star qui est intervenu. Et ça a complètement tout changé. Le fait, par exemple, que j'ai été nominé dans les meilleurs DJ aux Awards Energy, justement, c'était à Cannes. C'était énorme. Donc, ça fait un tremplin par rapport à ma carrière, bien sûr. Tout comme je pense que les personnes, des artistes qui passent, je sais pas, qui font des films et ils passent sur la promenade à Cannes et obligatoirement, ben, s'ils sont titrés, ça va leur donner une notoriété internationale. Donc, ça a été exactement mon cas. Voilà. David, c'est la même époque que Joachim Garraud, c'est ça? Ouais, c'était à l'époque de Joachim Garraud, surtout à l'époque, à l'époque, on était 5 nominés. Il y avait Bob Sinclair, David Guetta, David Guetta, Martin Solveig. Non, il n'y avait pas Joachim Garraud. Et Laurent Wolf. Voilà. Ah, putain, Laurent Wolf. C'était uniquement les 5. Les plus grands DJ, c'est les Français au final, les plus grands DJ au monde. J'ai pas compris. Les plus grands DJ au monde sont des Français au final. Je sais pas, honnêtement. Il n'y a pas une question de personnalité ou de question de nationalité, on va dire. Déjà pour moi, les premiers DJ ont été Daft Punk. Donc ça c'est énorme, franchement. Et surtout déjà des premiers DJ internationaux, on va dire. C'est même plus des DJ, c'est un groupe déjà. C'est un peu comme Kraftwerk, qui est un groupe allemand, qui était les premiers dans la musique électronique. Voilà. Donc on peut même pas les considérer comme des DJ. C'est des DJ à la base, mais surtout des producteurs extraordinaires. Voilà. Et comme Daft Punk, pour moi, ça correspond à Kraftwerk. D'ailleurs, Daft Punk s'est inspiré de Kraftwerk et Depeche Mode s'est inspiré de Kraftwerk et voilà. Kraftwerk ont été les premiers ingénieurs du son à faire de la musique électronique dans les années 1960. De danse. 13. Oui. Voilà. On peut dire que. Vas-y. En 73. Ton plus gros tube, c'est Unido, non? Je t'ai pas compris, s'il te plaît, Mathias. Ton plus gros tube, c'est Unido par la vida, non? Ouais. Unido par la Musica a été un de mes plus gros tubes en France. Je te parle uniquement de la France, là. Et à l'international? Effectivement, il a été numéro 1 sur Énergie, sur Fun Radio, pendant plus de 6 semaines, numéro 1 du top 40, donc ce qui est extraordinaire. Pendant plus de 6 semaines, c'est extraordinaire. Mais d'autres titres, comme Bleeding Heart avec Rachel Starr, qui n'ont pas explosé en France, ont par contre explosé à travers le monde, au niveau international, et notamment en Russie ou dans tous les pays de l'ex-Union soviétique. Et d'ailleurs, ils connaissent plus Bleeding Heart que Unidos par la Musica. Donc tu vois, ça dépend des pays. C'est bizarre. Ça dépend des radios, ça dépend de pas mal de choses. Ouais, des programmeurs aussi, non? Ouais, ça dépend de pas mal de choses. Exactement. Et les Européens sont très forts en musique, finalement, parce qu'on voit dans les années 70-80, le disco était très européen, français, allemand, italien. Dans la musique électronique, les Européens sont forts, les Français sont forts, mais les Européens sont plus forts que les Américains, on va dire, ou que les Anglais, qui sont Européens. Ça dépend. Honnêtement, je te promets, ça dépend vraiment ça dépend du label, du pouvoir de ton label, ça dépend de pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup de questions politiques ou autre chose. Bon, peu importe. Mais par exemple, mon titre,
il y a beaucoup de mes titres qui ont été super connus, par exemple en France ou en Italie ou en Espagne, mais par contre qui n'ont pas été du tout connus, par exemple en Allemagne. Et tout ça, ça dépend juste parce que mon label n'avait pas négocié avec le bon label. Est-ce que le fait que la musique Donc, soit voilà, ça dépend parfois de peu de choses, parfois. Ça dépend pas uniquement de la musique. Est-ce que le fait que maintenant la musique électronique soit diffusée électroniquement, beaucoup par des plateformes, est-ce que ça change pour vous? Peut-être pour vendre plus facilement, pour être écouté plus facilement à l'étranger? Ça change pas mal de choses. Déjà, je suis super content et franchement, je suis super heureux de pouvoir jouer tout le temps de la musique électronique, surtout en cette période de confinement à cause du coronavirus. J'ai l'occasion d'avoir déjà auparavant un radio show qui s'appelle Cosa Nostra, qui est diffusé donc dans 60 radios à travers le monde. Voilà, donc partout, c'est diffusé une fois par semaine. Donc ça, c'est ce que j'avais auparavant le confinement. Maintenant, j'ai décidé de faire un radio show uniquement une fois par jour. Donc, on peut le retrouver sur mon Instagram, dans l'état officiel, ou sur mon Facebook. Enfin, vous avez le lien. Et on peut le retrouver éventuellement sur votre radio. Si vous voulez, vous pouvez le diffuser chaque jour. Il n'y a aucun souci. Ah bah écoute, voilà. Moi, je te propose que dès demain, tous les soirs, à partir de 20h, on met tes mix. C'était d'accord, David? Bah, avec plaisir. Bien sûr, je vous dis. Tous les soirs, on va danser. Tous les soirs, vous allez avoir un radio show de 1 heure de David Vendetta et avec un spécial mix, justement, pas seulement un spécial mix pour le coronavirus, parce que je suis quelqu'un de très, très optimiste à la base. Donc, je pense que mon but, c'est ça. Enfin, à chaque fois, quand j'ai voulu devenir DJ, j'ai toujours juste envie, une seule chose. J'ai jamais pensé au fric, parce que justement, comme je vous l'ai dit auparavant, je le faisais pas pour le fric ou autre chose, parce que déjà à la base il n'y avait pas de star DJ. Donc c'est devenu star DJ après. Mais à l'époque quand j'ai commencé, donc il n'y avait pas d'argent à prendre. Donc on faisait pas ça pour le fric. Donc, que ce soit David Guetta, Martin Solveig, Bob Sinclair ou d'autres DJ très connus. Voilà, on le faisait uniquement ce métier uniquement par passion. Donc, ça, comme en radio, finalement. Comme en radio, on fait ça pour le plaisir, en tout cas dans les associatives. Bon, pour le plaisir. Et donc, moi, c'est avec plaisir, justement, de pouvoir être chez vous. Et donc, actuellement, parce que je sais que les gens sont confinés chez eux, au lieu d'avoir une émission une fois par semaine, actuellement, je fais une émission une fois par jour. Voilà. Donc, quotidiennement, 1 heure par jour. Et j'espère que ça peut permettre à pas mal de gens qui sont confinés chez eux de pouvoir penser à autre chose et puis d'être cool et voilà. Ça, c'est juste l'avantage de la house music. C'est juste donner des énergies très positives. Voilà. David, je vais être très opportuniste. Je sais que tu as un planning très chargé, je le sais. Je l'avais. Tu l'avais maintenant, tu veux qu'il fasse quoi? Oui, mais toutes les dates ont été remportées. Oui, mais quand le confinement va s'arrêter, je suis convaincu que ton planning il va être surchargé. Et je sais que Laurence elle rigole parce qu'elle sait très bien où je vais en venir. Ça serait super pour nous, franchement. Est-ce que tu serais d'accord que tu viennes un jour à Breil nous mettre le feu, faire une grosse soirée clubbing à Breil? En gros, style pour la fête de la musique. En gros, si tu nous prends par les sentiments pour la fête de la musique. 21 juin. Mais attention, est-ce qu'il y aura le confinement encore? Ah, ça, je sais pas. Malheureusement, Mais est-ce qu'un jour tu pourras venir chez nous dans notre très belle vallée? Je suis sûr que tu vas aimer et tu vas faire plaisir à tous les jeunes et à tout le monde. C'est pas pour la fête de la musique, mais bon, ce serait une belle soirée quand même pour la fête de la musique. Honnêtement, je te promets. Ah bah. C'est possible de le faire le 21 juin, sachant que c'est la date de la fête de la musique. C'est possible, promis, je le fais chez vous. Eh ben écoute, tu vas faire plein de ça va être la super fête, hein, parce qu'on devrait être sorti du coronavirus. On ne sait pas. C'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas. Voilà, c'est tout.
En tout cas, Voilà. vraiment, ce que je vais te dire. Alors, c'est vrai qu'en radio et Serge, je sais toi aussi, on a rencontré beaucoup de DJ, mais c'est Oui. rare que je rencontre des DJ comme toi avec la carrière que tu as derrière, avec beaucoup d'humilité. Tu es très humble, tu es très réfléchi, Ben, c'est normal. bah ouais, Ah, mais tout Laurent, le monde si n'est je pas peux comme me ça. permettre, Bah, dans ce cas-là, excuse-moi, mais les autres qui se prennent pour des gros cons et qui ont la grosse tête, bah, dans ce cas-là, ils sont pas des DJ et ils connaissent rien avec la musique. Mais tu sais, pour moi, le métier de DJ, c'est exactement la même chose que le métier de footballeur. Il faut juste être humble et juste penser à ce que toi, tu dois faire pour justement donner le meilleur de toi-même au niveau collectif. Et c'est pour ça que je compare souvent d'ailleurs le métier de DJ avec des professionnels en tant que footballeur, par exemple. Parce que pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si t'as pas la bonne personne qui t'entoure, donc le bon manager, etc., la bonne personne qui t'entoure, donc le manager, l'entraîneur, etc., et la bonne team autour de toi, ben, parfois tu peux être bon, mais t'arriveras pas à percer. Tu comprends? Faut être en équipe. C'est exactement la même chose par rapport aux footballeurs. C'est que tu peux être un super bon footballeur, mais si tu n'es pas en accord avec la personne qui t'entraîne, donc qui ne fait pas confiance ou qui te fait confiance, peu importe, et tu n'es pas dans la bonne team, tu peux être un super bon joueur, et puis finalement tu n'arriveras à rien. Et il y a beaucoup de carrières comme ça qui sont finies en tant que joueur professionnel. Et c'est exactement la même chose pour des DJ. Donc c'est pour ça que la plupart des recommandations que je puisse faire envers la plupart des DJ que je rencontre, parce que je te promets, j'en ai rencontré beaucoup. En général, j'ai la chance de pouvoir rencontrer pas mal de DJ school à travers la France, et notamment, par exemple, une qui est fabuleuse à Nantes. Et en général, j'essaye quand même de donner un avis, en tout cas sur l'expérience de la vie en tant que DJ et artiste et producteur. Voilà. Et à chaque fois, simplement ce que je dis, c'est rester humble surtout. Et surtout, soyez collectif. Et pensez à toutes les personnes qui vous entourent. Voilà. Et soyez surtout entourés aussi Laurent, de très bonnes personnes autour de vous. Voilà. Voilà. Lolo, Oui, Mathias. à toi, pour te dire, j'ai une petite anecdote avec David, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît quand même. Pas vous. Oui. 10 ans. Ça va pour te dire, donc David, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est énorme. J'ai eu la chance, ou la malchance, peu importe, on doit dire que c'est une chance, donc on aide beaucoup. La malchance ou la bonne chance? La bonne chance, chérie. J'ai eu la bonne chance de rencontrer David et j'ai eu aussi la malchance de rencontrer d'autres DJ. Et j'ai une anecdote qui m'a marqué d'autres DJ, tu les calcules, enfin, ils te calculent pas, t'es une merde. En résumé, t'es une merde. Tant que t'es pas DJ, ils sont dans leur monde. Et David, on s'est connus, c'était en 2010, je crois, ou 11, si je dis pas de bêtises. On a reparlé l'autre jour, on s'est croisé avec David entre deux avions, en fait, à l'aéroport. Et on en parlait. Et David était le premier people que j'ai habillé à l'époque. Et David DJ à l'époque, toujours connu international, mais déjà sa carrière, hein, sa notoriété. David a accepté de porter mon t-shirt, ne m'a pas demandé un seul euro. Il a accepté que ce soit filmé et que je puisse faire ma com avec. C'est vrai, je me rappelle. Et David n'a pas demandé un seul euro. Et il n'a pas rechigné sur rien du tout. Il a fait son set, la moitié de son set avec le t-shirt. Il m'a dit, monte avec moi derrière la cabine, derrière les platines, je mets ton t-shirt. Il a pris, il a mis. À l'époque, si je ne dis pas de bêtises, David, il y avait Mika. C'est ça, il y avait Mika, hein, je me rappelle bien. Voilà. Et depuis, on a gardé ce lien. Et David est quelqu'un que j'aime profondément parce que c'est quelqu'un de profondément humain et de vrai, surtout, c'est pas un tricheur. Voilà. C'est ma déclaration d'amour. Tu as tout résumé, Mathias. Merci. Je te connais bien, alors? Non, simplement, je pense que dans ce métier, il faut vraiment... je pense que vraiment, il faut absolument aimer les gens. Et tu sais, là, actuellement, on est en train de parler de coronavirus. Franchement, c'est chiant. Et je te promets, en plus, en tant que DJ, on peut pas misser, et on peut pas faire de fêtes, etc. Et on a trop envie
Et d'ailleurs, une fois que ça va se finir, ça va être énorme, je pense. Tout le Tu monde n'es va pas frustré aujourd'hui? vouloir aller au resto et tout le reste. Bon, bref, peu importe. Tu ne te sens pas Mais frustré, David, aujourd'hui? dis-moi, Tu ne te sens pas frustré aujourd'hui? mais bien sûr, je suis frustré, mais comme la plupart des gens, je D'accord pense avec que la toi. plupart des gens, une fois que le coronavirus ce sera fini, ils vont vouloir aller au cinéma, aller au resto, avoir une vie normale, surtout sortir en boîte. Et je te promets, ça va tout révolutionner et vraiment, le clubbing va vraiment grave marcher. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bon, la Ça, première j'en soirée, on suis se la fait ensemble. persuadé. Hein. Comment? La première soirée, on se la fait ensemble. Hein. Ouais, ben bien sûr. Alors, on la fera peut-être ensemble, ça dépend. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de soirées qui normalement devaient être Annulé, ici au mois d'avril et au mois de mars. Et donc, du coup, qui ont été soit annulées, soit reportées. Donc là, on verra en fonction du timing. Mais bon, Ah, bref, je te peu doute, importe. David, je te Le taquine. principal, le principal, c'est que, honnêtement, je te promets, là, tu parlais de moi en termes très positifs. Et merci. Je le pense, David, hein, je le pense. Hein. On se connaît assez, quoi. Eh bien, simplement, dis-toi que pour n'importe quel DJ, ou alors, dans ce cas-là, s'il pense pas à ça, il est trop naze. Mais bon, normalement, n'importe quel DJ, il a juste envie d'avoir un public autour de lui, que ce soit femme ou homme, transsexuel, black, homo, machin, on s'en fout. On branle, ça compte pas. Cool, et d'avoir juste le sourire, le smile. Et de l'avoir ça pendant au moins 4 ou 5 heures par nuit. Ça, c'est extraordinaire. C'est le plus beau métier que l'on puisse faire parce que justement, et c'est pour ça que d'ailleurs, je reviens avec le coronavirus. J'ai un énorme respect aussi vis-à-vis de toutes les personnes, que ce soit des éboueurs ou des personnes, par exemple, que je rencontre chaque jour, qui sont là juste parce qu'on a besoin de nourriture, on a besoin d'acheter des pâtes ou autre chose, ou d'avoir les pompiers, les policiers, ou d'autres personnes qui travaillent aussi et qui sont là, qui sont en train de travailler et qui prennent énormément de risques. Et franchement, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, franchement, pour nous rendre service. Ben, moi, je dis franchement, chapeau. Voilà. Nous, en tant que DJ, ok, on est là juste pour essayer de donner du plaisir aux personnes qui nous entourent. Déjà, pour moi, c'est le principal. Mais nous ne sommes pas une cause, on va dire, encore très utilitaire. Contrairement à les éboueurs ou les personnes qui travaillent dans les supermarchés ou les personnes qui travaillent, je sais pas, dans pas mal d'industries différentes. Bon, bref, peu importe. Mais ces personnes-là, elles nous font vraiment du bien actuellement. Et vraiment, moi, je dis chapeau. Voilà, c'est tout. Après, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'exposer et de parler de moi parce que je trouve que moi, je suis pas du tout utilitaire, contrairement à eux, à toutes les personnes qui travaillent à la fois dans l'industrie de l'hôpital ou de l'alimentaire ou tout le reste, disons, ou même EDF et tout le reste, enfin, tout ce qui nous concerne, qui font en sorte que on soit cool chez soi, on est confiné, quoi qu'il en soit, mais on a tout. On a l'électricité, on a la possibilité de pouvoir manger, de se nourrir, de pouvoir nourrir nos enfants, etc. Ben, c'est extraordinaire. Ça, c'est le top. Voilà. Merci beaucoup, David, en tout cas, de ce très beau témoignage que tu nous fais. Alors, on a parlé de ton passé, on va parler maintenant du futur. Et quels sont tes futurs projets, David? Alors, normalement, mes futurs projets, c'était de faire au moins 5 tracks avant l'été. Voilà. Mais c'est simplement avec le coronavirus, tu sais que du coup, tout a été remis en question et donc du coup, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais logiquement, il y a quand même de très bons morceaux qui devraient sortir. Donc, il y aura au moins 2 morceaux pour les radios. Voilà. Normalement cet été, mais après, ça dépend aussi du coronavirus, donc on verra. Tranquille. Et c'est pas la priorité.
Donc, quoi qu'il en soit, moi, ce que je pense, c'est surtout l'avenir de l'humanité et les gens qui sont autour de moi et voilà, et de ma famille. Et j'ai envie que le principal, c'est que tout le monde puisse être en bonne forme. Voilà. Pas le reste, c'est que secondaire. Bon, en ce qui me concerne, normalement, cet été, il y aura au moins 1 ou 2 titres qui seront peut-être en radio, j'espère, et ensuite après 3 ou 4 ou 5 titres qui seront en format club. Donc voilà. Donc j'ai un son complètement différent. J'ai un son à la fois qui est clubbing et à la fois un son qui est éventuellement beaucoup plus accessible radio. Voilà. Bah écoute, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Inch'Allah. Oui, exactement. J'avais une petite question. Tiens, ça peut aussi concerner Mathias. J'aimerais bien votre avis sur le monde de la nuit. On voit. Oui, non, mais c'est intéressant. Alors justement, toi qui aimes les débats, Mathias, et ben justement, tu as carte blanche. Non, je suis d'accord avec David. Je suis d'accord avec David de la nuit. Enfin, moi, je le vois en tant que client. David le voit justement, en tant que producteur. C'est encore acteur. Moi qui n'ai pas trop, malheureusement, du milieu de la nuit, disons les choses comme ils sont, mais en tout cas, je le constate. Ça arrive à tout le monde, hein. Même des gens très bien, écoute. Même des gens très bien. C'est une part, mais ça arrive à tout le monde, hein. Et tout le Merci, monde David. Mais. L'humour noir. Non, mais t'inquiète, t'as bien raison. Mais justement, la question que je voulais te demander, et à Mathias aussi, on sent quand même que les boîtes de nuit, elles ferment les unes après les autres. Honnêtement, c'est ce que je ressens en tout cas. En France, oui, j'imagine, en France. Vous le voyez comment l'avenir du monde de la nuit? Pourquoi les discothèques, elles ferment? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de clients? Ça se passe comment, justement? Parce que je ne connais pas les vraies raisons. Déjà, jeune demoiseau, on ne dit pas une discothèque, déjà on dit un club. Oh, pardon, un club. Oh là là. Une discothèque, c'est dans les années 70. David, on est en formation. On a vu ça se construire. Voilà. David, il presque 80 ans. Ah mais ouais, mais j'ai l'impression là de discuter avec un mec de. Oui. David, j'ai vieilli d'un coup, moi. Ça y est. Ah, là, t'as vieilli d'un coup, c'est grave. Je prends en formation, laisse tomber, je peux plus là. Voilà. On revient sur les bases. Alors après, là, je suis là complètement d'accord avec toi, avec ton analyse, c'est que en général, et c'est pour ça que je suis DJ français, je ne mixe jamais pratiquement en France, vraiment, jamais. D'accord. C'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que justement, la fiscalité, la législation française fait en sorte que c'est extrêmement difficile actuellement d'avoir un club qui fonctionne. Parce que, par exemple, en France, contrairement auparavant, tous les clubs pouvaient avoir des sponsors quand ils faisaient des soirées. Donc des sponsors, des alcooliers, des cigarettiers. Avec la loi E20, depuis 99, je pense, il me semble. 1999, donc ça fait plus de 21 ans, il me semble. Donc il n'y a aucune possibilité pour des promoteurs de la nuit ou des organisateurs de soirées de pouvoir faire justement de gros DJ, etc. Parce que justement à l'époque ils avaient les sponsors, des alcooliers, des cigarettiers, et donc c'était beaucoup plus simple. Maintenant c'est super dur, mais c'est uniquement, là je te parle uniquement de la France. Par contre à l'étranger c'est pas du tout le cas. Non. Alors tu mixes en Belgique, ou alors tu mixes à Amsterdam, ou tu mixes à Berlin. Tu auras toujours des alcooliers comme Heineken et Marlboro Light, etc. Et donc eux, ils vont te permettre de faire en sorte que justement de pouvoir faire de super bonnes soirées. Donc c'est exactement le cas dans le monde entier, sauf en France. Voilà. Le problème, il est juste là. Donc ça veut dire qu'en France, tu ne peux plus, un patron d'établissement, obligatoirement, il a envie de faire du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK, je peux pas avoir de gros DJ internationaux
c'est pas possible parce que justement, je n'ai pas mes sponsors, alcool et cigarettes. Bon, bref. Et donc, du coup, il a moins de budget. Et simplement, il doit rentrer dans son chiffre d'affaires. Donc, du coup, il va prendre plus des DJ locaux ou des DJ commerciaux, ce qui passe à la radio. Donc, c'est peut-être pour les grandes boîtes. Peut-être pour les grandes boîtes. Mais on dit les grandes boîtes, c'est pareil. Mais on dit que les jeunes aujourd'hui ont moins envie d'aller dans des grandes boîtes comme ils se sont fait. Ils ont plus envie d'aller dans un bistrot. Là, je regarde un article de presse. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Regarde à Paris, par exemple. À Paris, excuse-moi, c'est quand même la capitale de la France. Il y a toujours le loft. Ça existe toujours le loft à Paris? Non, mais enfin, à Paris, excuse-moi, mais à l'époque, quand il y avait justement ce phénomène de sponsors, alcooliers et cigarettiers, il y avait que des bonnes soirées. Donc, j'étais résident au Queen, j'étais résident au Red Light, j'étais résident au Cabaret en face du Louvre, j'étais résident, au Folies Spiegel. En gros, j'ai fait, tous les meilleurs clubs de Paris, je les ai faits. Et à chaque fois, il y avait au moins 1 kilomètre de queue, pour rentrer dans le club. Alors que le club était déjà blindé. Voilà. Et c'était en plus super cher. Voilà, c'était, à l'époque, c'était comme, si je me rappelle, c'était comme à peu près 10 euros l'entrée. Donc c'était extrêmement cher. Et sans consommation, sans rien du tout. Mais ça marchait du tonnerre parce qu'il y avait justement les alcooliers, les sponsors, il y avait tout le reste. Tout le reste. Et à partir du moment où il y a eu la loi Evin, tout est parti en vrille. Et voilà. Et sauf uniquement en France, simplement. Et encore, je parle même pas le fait. Alors j'adore, bien sûr, nos agents. J'adore les gendarmes. Ils font un très bon boulot, surtout en ce moment, etc. Et les policiers. Mais sauf que bon, en France, voilà, il y avait un contrôle aussi après les clubs à partir de 5 heures du mat. Et donc ils faisaient leur boulot. Et voilà. Enfin, c'est en gros tout un système qui s'est effondré en l'espace de peu de temps. Voilà. Parce qu'il y a trop de contrôle, trop de choses. Voilà. Trop de législation pour finalement pas grand-chose. Non, mais on peut peut-être le comprendre aussi, de moins boire, de moins fumer et de faire attention quand les gens sortent de boîte. Et d'autant plus. Alors, je parle même pas de la fumée, j'avais oublié d'ailleurs. Tu fais bien de m'en parler, Mathias, mais le fait, par exemple, d'avoir interdit de fumer en club, c'était énorme, obligatoirement. Moi, honnêtement, je me positionne en tant que, déjà, là maintenant, ça fait, vu le coronavirus, que j'ai arrêté de fumer, donc ça fait 4 jours. Donc, je suis cool. Mais bon, à la base, je suis un vrai fumeur. Et j'ai même pas envie d'aller en club si c'est pas possible de fumer. C'est pour ça qu'on va à Monaco, sur la côte. Alors, soit à Monaco, soit à Aix-en-Provence d'ailleurs, ou à Toulouse. Quoi, à Monaco, vous avez le droit de fumer à Monaco? Je sais pas à Monaco, mais en tout cas à Toulouse, on n'a pas le droit, voilà. Dans tous les clubs. D'accord, voilà. Non, mais tu vois, d'accord, ok. À Toulouse, on peut fumer dans tous les clubs. Je vous l'assure. À Aix-en-Provence, on peut fumer dans tous les clubs. Et je pense qu'à Marseille, ça doit être la même chose. C'est d'ailleurs bizarre. Mais normalement, la loi doit être la même pour tout le monde. Mais sauf que à Monaco, surtout à Toulouse et surtout à Aix-en-Provence, voilà. Non, mais Aix-en-Provence et Toulouse, c'est la France normalement. Je suis d'accord avec toi, là, tu parles de Monaco. On peut tous fumer et il n'y a aucun souci. Bon, bref. Après, peu importe. Mais la différence entre l'étranger et la France, c'est que justement, en France, on interdit tout. On ne doit pas fumer, on ne doit pas boire parce que sinon il y a un contrôle des flics derrière, avec les gendarmes qui nous attendent. Donc en gros, on n'est pas là pour faire la fête, etc. Bon bref. À l'étranger, tout est le contraire. On privilégie uniquement toutes les personnes qui vont en club. Donc ça veut dire qu'il y a soit un espace fumeur si c'est pas possible de fumer, et en général on fume comme dans la plupart des clubs. On peut boire, il n'y a pas de contrôle. J'ai vu l'exemple du club.
On est beaucoup plus cool à tous les niveaux. David, Et c'est la grosse différence. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, en tant que DJ français, je ne veux plus mixer en France. Juste à cause de ça, tout simplement. Il y a trop de restrictions. C'est tout. Ouais. J'adore la France. Je suis très fier d'être français. Mais voilà. C'est impossible de mixer en France, c'est tout. Mais voilà, c'est triste. Non, mais en tout cas, c'est très moi. intéressant l'analyse que tu donnes, David. Hein, voilà, pour des gens comme nous qui ne font pas partie du monde de la nuit. Mais en tout cas, non, c'est très intéressant. Laurent, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Dans la continuité de David, il y a d'autres raisons. Je suis content. Au moins, je suis content de pouvoir partager au moins on va dire un point de vue qui est complètement un peu différent, bien sûr, du tien, parce que toi, tu fais pas partie du monde de la nuit. Et que ce soit Mathias ou moi, nous, on connaît quand même ce monde de la nuit depuis très très longtemps. Et on a vu les évolutions et éventuellement aussi les avantages ou parfois les méfaits. Et les perversions. Actuellement, on voit plus de méfaits que d'avantages. Et surtout maintenant. Mais bon, ça n'a rien à voir, c'est le coronavirus. Et là, tout le monde est concerné. Donc voilà, ça c'est normal. Une petite question, David, qui était indiscrète et tu n'es pas obligé de me répondre. Quel âge as-tu, David? J'ai 51 ans. T'as 51 ans? Ouais, comme Bob Sinclair. On est tous de la même génération. David Guetta, Bob Sinclair. Bon, en tout cas, je te rassure, tu ne les fais pas, hein, vraiment, loin de là. Hein. Merci beaucoup. Ah non, mais vraiment, tu les fais pas. Ah non, mais vraiment, tu les fais pas du tout, les 51 ans. Et en parlant d'avenir, est-ce que tu te vois dans 10, 15 ans encore DJ ou vraiment tu vas passer à autre chose? On verra. Franchement, on verra. Honnêtement, j'ai envie, j'adore cuisiner, par exemple. Je pense que j'aimerais bien un jour ouvrir mon propre club, mon propre resto, parce que je suis aussi italien aussi de base, et j'adore faire la cuisine. Donc c'est ça un truc qui me titille. Mais aussi, bon, éventuellement même arrêter de faire DJ, mais malgré tout, ça m'empêche pas de faire de la production. Après, peut-être pour faire de la production pour d'autres jeunes DJ, voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai une question pour David. J'ai quand même pas mal de choix, qu'il en soit. J'ai une question pour David. Dis-moi, Mathias. Bon. David, tu sais que tu vas m'engueuler? Non. Quand est-ce que tu veux supporter un vrai club de foot? Quand est-ce que tu vas supporter un vrai club de foot? supporter de Monaco. Oh là là, ça y est, là ils vont rentrer dans le sport, là. Mais non, il peut. Il n'y a aucun souci. Tu vois, c'est l'avantage David, artiste et DJ, c'est que, justement, le métier de DJ, il est absolument, et tous les artistes d'ailleurs, sont absolument comparables avec, justement, des... Un parallèle que tu faisais avec les joueurs de foot tout à l'heure? Ouais, il y a, des professions artistiques, chanteurs, actrices, machin, etc. Bon, bref, peu importe. Et footballeurs surtout. Voilà. Donc, bien sûr, ça m'intéresse. J'adore le football et j'adore le Paris Saint-Germain. Pour la petite histoire, avec David, on passe ce temps à se chambrer entre Paris et Monaco. Alors bon. Mais c'est toujours, tu vois, c'est toujours bon enfant, on rigole toujours, on se taquine toujours, mais c'est toujours génial avec David. Mais bien sûr, on se taquine. Bien sûr. Une petite question dans le relationnel entre DJ. Comment ça se passe? Parce que j'imagine vous vous croisez dans des événements, dans des soirées, dans des. Comment ça se passe ce petit? Parce que comme on dit dans chaque métier, on dit toujours c'est un petit village entre animateurs. Quelle catégorie entre patrons de radio, on se connaît. Alors j'imagine entre DJ, c'est un peu la même chose. Vous quelle catégorie? Le monde est très petit, franchement, dans le monde entier, vraiment. Le monde est très très petit. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal d'événements dans le monde entier. Alors bon, à l'époque, j'étais plus à la Winter Music Conference à Miami. Maintenant, un petit peu moins, puis surtout avec le coronavirus. Un des gros événements, c'est parfois aussi à Monaco, d'ailleurs, ou surtout à Amsterdam. Voilà. L'Amsterdam Dance Event, qui est au mois de octobre-novembre, on va dire. Et donc là, on rencontre la plupart des DJ, à la fois DJ et producteurs. Mais ensuite, après, maintenant, avec Internet, il n'y a même plus besoin d'avoir ce genre d'événement. Moi, je te dis simplement, c'est super simple. Moi, par exemple, je reçois juste
des mails de remix. Je sais même pas pourquoi ils font des remixes. Ils les refont. Ils font des remixes de David dans l'État, d'Universe par la Musica ou de Bleeding Heart ou d'autres Love to Love You Baby ou c'est celle-là que je Cry for Love, etc. Mais c'est un truc de malade. Et j'en reçois au moins minimum, allez, on va dire 15 fois par mois. J'ai 15 nouveaux remixes minimum par mois entre Bleeding Heart, Cry for Love ou tous les titres que j'ai fait à la base. Et bon, je sais même pas comment ils ont réussi à avoir la cappella ou toutes les parts, etc. Bon, bref, T'as un droit de regard dessus ou pas? Comment? T'as un droit de regard dessus? Pas forcément, mais peu importe. Honnêtement, moi, je suis super motivé et super content Bon, parfois, j'ai des remixes qui sont complètement nazes, mais en général, on va dire à 80%, la plupart des remixes que je reçois, franchement, ils sont vraiment bons. Et franchement, ça passe. Ça me fait plaisir de pouvoir les passer justement dans mon radio show Casa Nostra, pour les mettre en avant et juste pour leur dire merci parce que vous avez pensé à moi et le fait de pouvoir penser à faire un remix, je trouve ça extraordinaire. C'est tout. Voilà. Donc c'est juste moi le fait de pouvoir les passer dans mon radio show, je trouve c'est juste de leur dire merci et je veux essayer de vous mettre en avant. Après, ça dépend pas uniquement de moi, ça dépend de pas mal de choses. Voilà. David, je vais te dire franchement un grand merci. Ça y est, l'émission bientôt, ça y est, c'est bientôt la fin de l'émission déjà. J'ai pas vu les 2 heures d'émission. Vraiment, c'était... Laurent. Oui. Tu me promets quelque chose? Oui, dis-moi tout. Est-ce que je puisse être résident, enfin, est-ce que je peux être résident dans ta radio? Ah ben regarde, avec un grand... Regarde, je vais le faire devant les auditeurs, devant la caméra qui nous voit en direct. C'est un grand oui. Bah bien sûr, David. Attends. Voilà. Bon, par contre, il va falloir définir avec ton directeur et toi et tout le monde. Moi, je peux assurer actuellement, surtout avec le coronavirus, actuellement, je suis en train d'assurer 1 heure de mix par jour. Donc, c'est quotidien, c'est même pas une fois par semaine. C'est 1 heure par jour. Bon, normalement, c'est 1 fois par semaine. Mais, parce que c'est coronavirus, c'est 1 fois par jour. Donc, si tu veux, dis-moi à quelle heure, à quel moment, dis à tes auditeurs, OK, on peut avoir David dans l'état en tant que guest par exemple, 23h jusqu'à minuit, par exemple, chaque jour. Ah non, mais bien sûr que c'est possible. Tout est possible. Hein. Voilà. Mais bien sûr. Attends, avec grand plaisir, David. Avec grand plaisir. Franchement. Bon, on va dire de 23h à minuit. Ah bien sûr. Alors même, c'est ce qu'on va faire. On va faire plus encore de mieux que ça. On va faire 2 heures de mix tous les soirs sur Radio Vallée. Ah non, 2 heures de mix, c'est trop. Non, mais tu vas comprendre. Mais tu vas comprendre où je veux en venir. On va faire comme en radio dans les émissions. On va mettre le mix du jour d'avant à 22h jusqu'à 23h et on passe ton inédit le jour même de 23h à minuit. Est-ce que ça te convient? Ouais, ça me convient. Comme ça, t'es 2 heures avec nous et on fait comme à la télévision. On met le replay. Ça fait beaucoup par jour, hein, quand même. Pour moi, 1 heure, c'est déjà pas mal, franchement. Ah écoute, moi, je pense que c'est mieux 1 heure. 1 heure. Écoute. De 23h à minuit, je pense que c'est le top. Écoute, on va faire ça. Il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est avec grand plaisir. Je suis obligé de bosser avec mon pyjama et tout. Et puis, voilà, c'est pas possible. Je dois m'occuper de mon chat, je dois m'occuper de ma fille. Et voilà, excuse-moi, je dois faire aussi. Avec le coronavirus, c'est pas possible. Non, mais écoute, il n'y a aucun problème. Non, mais je te promets, pour un DJ. Écoute, dès demain soir, c'est promis. Ça passe à l'antenne de Radio Vallée à partir de 23h. On fera une méga pub sur les réseaux sociaux dès demain à 23h avec grande joie. Et... Je te ferai un vidéo, pas un vidéo liner, mais un liner audio. Ouais, bien sûr. Salut, c'est David dans l'état. Trouvez-moi
Je vois que tu as l'habitude. Hein. T'inquiète, bien sûr. Et j'ai 60 radios à travers le monde. Bah oui, c'est pour ça. Mathias, c'est ça. Nous, on sera la 61e. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que tu es sur Nice. Donc, tu es de chez nous, hein, de la région. Ça, c'est Peu importe. Même si j'étais à Paris. Ça va pas changer, Laurent. David, il est comme ça, David. et tu me promets, hein, tu viens un jour nous mixer quand tu veux à Breil. On se fait une grosse soirée clubbing. Alors, après la fin du coronavirus, oui. Et peut-être même éventuellement pour le 21 juin, pour la fête de la musique. T'as entendu Laurence, hein? T'as entendu Laurence, hein? Parce qu'il y a Laurence avec nous, qui est la conseillère régionale de la vallée. Elle est encore avec nous. Elle est encore avec nous. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'il y aura 50 personnes devant moi ou 500 personnes? Parce que tu sais que normalement, si tu vois un peu mes vidéos, quand même, normalement, par exemple, j'ai mixé à Stavropol, donc on est Union soviétique, en Russie d'ailleurs, à Stavropol. J'étais devant 80 000 personnes. Donc, dis-moi, il y a à peu près combien de personnes? Je sais pas s'il y aura 80 000 personnes, hein, mais non, demande pas 80 000 personnes. Parce que je sais pas où on va les pêcher, les 80 000. On y est 5 000 dans la vallée. 50. Mais non, moi je pense que si on se débrouille bien, hein, tu m'arrêtes, Laurent, si je dis des bêtises. Je demande pas de budget, hein, c'est juste. Franchement, t'es un amour. Franchement, je dis pas ça parce que je suis de la vallée, mais les gens t'accueilleront avec leur grand cœur, parce qu'il y a des gens au grand cœur dans cette vallée, vraiment très humains. Mais il y aurait combien de personnes à peu près? Alors, 50 personnes avec les vaches, tout compris? Non. On va essayer d'organiser ça. Allez, on va essayer de te ramener au moins 1000 personnes. C'est bien, 1000 personnes. Ah, bah, 1000, ça va, ça me va. 1000 personnes. Et peut-être plus. Et peut-être plus. Déjà, c'est déjà pas mal. Ok, c'est cool. Hein, voilà, vous avez entendu les auditeurs. Il a promis, David va venir dans notre vallée à Breil, un DJ international venir à Breil. Ça, je peux te dire, ça va faire couler de l'encre. Hein. Ça va faire couler de l'encre. Hein. Voilà. Mais attention, on ne sait pas encore. Non, mais t'as raison. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Hein. Il faut être prudent. Donc voilà. Donc Laurent, je compte sur toi. Hein. Tu en parles au nouveau maire, à Sébastien Olaran, bientôt à Breil. Hein. Chaque jour, à partir donc de 23h à minuit, c'est ça? Voilà. Chaque jour, il y aura un mix de David Vendetta, chaque jour. Exactement. Eh ben voilà, on signe. C'est bon. C'est dès demain soir à l'antenne, ça passe. C'est promis. J'ai qu'une parole. Mes ex russes, Davai. C'est ma bonne foi. Merci beaucoup, David, pour ta grande gentillesse, vraiment. Merci du fond de mon cœur. En tout cas, tu es une personne vraiment très intéressante et vraiment ravi de faire ta connaissance, vraiment sincèrement. Merci du fond de mon cœur, David. Merci du fond de mon cœur, Mathias, d'avoir participé à cette émission ce soir. Surtout, merci à Mathias aussi. Bien sûr. Et fais un bisou à Serge. Voilà, fais un bisou. Faites-vous des bisous là, de loin là. Voilà. Bisous. Merci du fond de mon cœur, Serge. T'es un ami. C'est un plaisir. T'as été formidable d'être avec moi ce soir. Un peu trop sensible parfois. Non, mais tu sais, comme je le dis tous, et là, tout le monde autour de la table, hein, même si on n'est pas autour d'une table, mais on est tous ensemble. Quand on fait les choses avec son cœur, et c'est pour ça que je vous aime tous autour de la table, c'est parce que vous êtes des gens hyper sensibles, moi y compris, hein, des fois, je monte dans les tours, mais parce que voilà, on aime les gens, on aime ce qu'on fait, mais ça ne fait pas de nous des gens méchants, loin de là. Donc, au contraire, merci du fond de mon cœur, Serge, et j'espère lundi prochain. Hein, avec grand plaisir. T'es un amour. Merci beaucoup, Laurent, d'être resté avec nous. Voilà. Merci de ta gentillesse, t'es un vrai amour, Laurence, vraiment. Et on a encore beaucoup de chance, je le dis encore une fois, d'avoir une conseil régional comme toi. J'espère qu'on te gardera le plus longtemps possible, vraiment. Et t'as entendu, on a gagné un DJ international pour la fête de la musique à Breil. Hein. J'ai entendu. Attends, en fonction du coronavirus. Exactement. J'ai pas dit oui encore. Merci à Mathias et à Serge. T'as raison, Merci. Ciao, à bientôt à tous. Et ciao, bonsoir. pour terminer,
Merci à Brice d'avoir réalisé cette émission parce qu'on l'a pas entendu, on l'a pas vu. Je sais pas si on peut le voir 2 secondes. Est-ce qu'on peut le voir à l'écran 2 secondes? Brice, si tu m'entends, je sais que tu m'entends, Brice. Bah alors, Brice. Alors, Brice, est-ce que Brice, il est là? Est-ce qu'il m'entend ou il veut rester caché? Timide, Brice. Ah oui, c'est le réalisateur de l'émission, justement. Bah alors, Brice. Il a eu du travail ce soir. Eh ben voilà, exactement. En tout cas, vous retrouverez cette émission donc samedi et dimanche il est là, à 10h il et est à là. 18h en rediffusion. Ah ben Ah, il est on là, l'a Brice. trouvé. Alors mon Brice, bon, ça s'est bien passé cette réalisation ce soir? Oui? On Tu va peux le parler, micro, hein, si tu Brice. veux, tu peux parler. Non, mais hein. son micro est coupé. Hein Voilà. Elle s'est bien réalisée cette réalisation, chef? Bon, bah, c'est cool. Et Laurent, tu as oublié d'annoncer à tes auditeurs Oui, que, à partir de demain, tous les jours de 23h jusqu'à minuit, c'est ça, hein, exactement. 23h Une heure. minuit. de mix spécial Love and Happiness, David dans l'état. Exactement. Voilà, Bah, de toute façon, c'est parti. Ça y est, tu l'as annoncé. On peut plus revenir en arrière. Hein. C'est parti. Hein. Promis, hein? Sûr. Ah, j'ai qu'une parole. Promis, de demain soir à l'antenne. On écoutera sur les Ah. fréquences 97.5, 100.9, 23h à minuit. 101.2 et sur le site internet radio-vallée.fr. Ah, ok. Je vous embrasse tous. Bonne soirée. Gros Restez bisous. bien chez vous. Faites pas de bêtises. Et à lundi prochain sur Facebook Live de Radio Restez chez Vallée vous. avec de nouveaux invités. Gros bisous. Ciao. À bientôt. Ah, À ciao, bientôt. bonsoir. Ciao, ciao. Ciao.